Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique des réfracteurs. Je suis Faye et je suis accompagnée de Charlotte. Bonjour Charlotte. Salut Faye. Ça va ? Oui, ça va bien. Écoute, très contente de te retrouver dans pas le contexte habituel. Oui, c'est vrai, on change un peu d'émission. C'est bien, ça fait un peu de nouveauté pour cette nouvelle année. Hein. Et on n'est pas toute seule puisqu'il y a aussi Sophie avec nous. Coucou. Ça va toi aussi ? Bonne année au fait les filles. Ouais, bonne année. Bonne année aux auditeurs. Et en plus, je trouve qu'on la commence bien en parlant de... Mais oui, ce vas-y, film. dis le titre. Fais-toi plaisir, dis le titre. Les Chines du diable. Oui. Alors déjà, moi, je veux remercier Spike de sa confiance, de nous avoir laissé les clés de son émission pour parler d'un film de Guillermo del Toro, donc, qui est sorti en 2001, qui s'appelle Les Chines du diable, qui est d'ailleurs son film préféré de toute sa filmographie. Je ne sais pas si vous le saviez. Bah, moi j'ai entendu dire que ça se disputait avec le labyrinthe de Pan. Ouais, Ah. ça change parce qu'il dit aussi que le plus personnel de ses films, c'est Hellboy. Enfin, c'est selon les années, quoi, ou les interviews. En fait, c'est comme John Carpenter, quoi. C'est suivant l'interview, il dit ce qu'il veut. C'est ça. C'est un peu ça. Écoutez, on va quand même essayer d'en parler, de l'analyser, de le comprendre et de partager avec vous ce qu'on a pensé de ce film. Donc, vous pouvez revoir ce film grâce à l'édition de Carlotta Film, qui a ressorti le film en Blu-ray dans une version restaurée de toute beauté, j'ai envie de dire. Qui vous propose un coffret classique et un coffret un peu plus collector avec des bonus en plus, notamment un livre avec plein d'images et des archives autour du tournage. On y reviendra en fin d'émission. Et je rappelle que nous avons pu justement découvrir cette édition grâce à Carlotta qui nous l'a fait parvenir. Donc voilà, maintenant que tout ceci est introduit, je vous propose, mesdemoiselles, si vous avez envie, comme dans le cinéma, de nous lancer donc sur ce film. Mais je pense que pour vraiment comprendre ce qu'est Les Chines du diable, il faut d'abord qu'on revienne sur l'homme, l'artiste, Guillermo del Toro. Qui est-il ? Que veut-il ? Que fait-il ? Qu'aime-t-il dans la vie ? On va essayer de vous faire un petit portrait rapide avec des éléments qui vont, je pense, être nécessaires à l'analyse de ce film. Alors, est-ce que Sophie, tu as envie un peu de nous faire un petit portrait robot ? Est-ce que tu te sens ? Bah écoute, pourquoi pas. De toute façon, vous allez me corriger si je dis des bêtises. Guillermo del Toro, il est né à... Alors, je m'excuse d'avance pour l'accent. Guadalajara. Guadalajara. Je crois que Guadalajara. Ouais. Il y a un petit moment, puisque en fait, il a 57 ans, même s'il ressemble à un grand enfant, mais c'est, je pense, parce qu'il a gardé son âme d'enfant. Et en fait, comme beaucoup de grands enfants devenus réalisateurs, il a fait des courts-métrages en Super 8 quand il était jeune, avec ses jouets qu'il mettait en scène. Et sa grand-mère aussi, parce qu'il filmait sa grand-mère dans ses courts-métrages. Peut-être quand il était un peu plus grand, mais il me semble qu'elle a été quand même l'héroïne de certaines de ses histoires. Ouais, dans ses premiers films, il me semble qu'elle y est. Je sais plus lequel des deux, mais... Il y en a plusieurs. Parce que c'est vrai que c'est sa grand-mère qui l'a élevé, qui est quand même une figure assez importante pour lui, qui est un peu l'origin story de Guillermo del Toro sur sa passion pour la religion, les monstres. Et il n'y a pas qu'elle aussi, il y a une autre personne. Je me permets d'en parler puisqu'on est au début de son enfance, comme ça va pouvoir nous indiquer. Il y a aussi son oncle, qui est d'ailleurs une inspiration pour le film. C'est-à-dire que son oncle, il avait une relation très particulière avec lui, c'était un peu son maître à penser. C'est avec lui aussi qu'il a découvert la croyance dans tout ce qui est fantôme, qui est aussi un sujet qui revient souvent dans l'œuvre de Del Toro. D'ailleurs, j'en reviendrai un peu plus tard avec des exemples plus précis sur ce point-là, qui sont reliés justement à Les Chines du diable. Donc vraiment, voilà, il a quand même une histoire assez intéressante au niveau de ses inspirations, j'ai envie de dire. Vas-y, je te laisse poursuivre. Donc ensuite, il va
faire des études. Alors, je crois que c'est dans le maquillage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va rencontrer, Dick Smith et du coup mettre le pied un peu à l'étrier en travaillant sur des films. Des films hollywoodiens. Et des séries télé aussi. Précise qui c'est, Dick Smith peut-être. Eh ben, c'est un célèbre maquilleur SFX et je me rappelle plus exactement, je crois qu'il a travaillé sur L'Exorciste, non ? Entre autres. Oui, c'est ça. Le Parrain aussi. Il a inspiré toute une génération justement de réalisateurs, d'artistes make-up. J'en parlais quand j'ai fait l'émission sur Zombie, notamment Tom Savini, qui était aussi très très inspiré par son travail. Donc, je vois qu'il a travaillé sur La Sentinelle des Maudits, qui est un film assez méconnu, qui est assez cool, que j'ai vu récemment. Et donc Del Toro aussi, il a travaillé sur une série de télé mexicaine qui était un peu une sorte de version mexicaine de La Quatrième Dimension. Et c'est là qu'il a rencontré ses potes, justement, réalisateurs qui sont... ça y est, je ne sais plus son prénom. Cuarón. Cuarón, ça oui, et l'autre... Iñárritu, Cuarón. Voilà, Iñárritu. Ils sont des noms trop difficiles, je ne retiens pas, je suis désolée. Mais ça, c'est important aussi, je pense, pour le personnage. Oui. Alors, il a aussi réalisé un premier long-métrage qui est assez méconnu et qu'il a un peu... je crois qu'il a pas... Il aime pas trop en parler, d'ailleurs, je crois. Un peu un film bricolé. Je l'ai pas vu du tout. En 85, je crois qu'il avait fait un premier film, mais je sais plus le titre. Mais effectivement, c'était pas une grande réussite. Et comme il en est pas... Enfin, pour lui, c'est un peu un truc raté, en fait. Mais apparemment, dans certaines interviews, il disait que ça a beaucoup appris sur tout ce qu'il fallait pas faire, en fait. Ok. Ouais. Alors, je viens de trouver un nom. Necropia. Ce serait peut-être... Alors ça, je crois que c'est sa société de production. Il avait fait je sais plus si c'est de production ou de make-up. Si vous retrouvez le nom de son tout premier film, les auditeurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tout à fait, sur les réseaux sociaux des réfracteurs ou sur le site internet en commentaire. C'est ça. Bon, en tout cas, le premier vrai long métrage, celui dont il se revendique, n'est-ce pas, c'est en 93 et c'est Chronos avec Ron Perlman, entre autres. Déjà. Ouais. Et qui va remporter des prix, je crois d'ailleurs même à Cannes. Ah ouais ? Ouais. D'après la fiche Wikipédia, il remporte un prix à Cannes. J'avoue que les prix, je regarde jamais les prix. En tout cas, il a eu un succès, d'estime et il y a eu un bouche à bouche à propos de ce film parce que il s'est. Un bouche à oreille parce que bouche à bouche. Un bouche à bouche, n'importe quoi. Un bouche à bouche, c'est très sensuel. Oui, il s'est fait remarquer pour ses talents au niveau des effets, justement, sur la gestion de budget. Il s'est fait remarquer un peu par Hollywood aussi. Donc, Et je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a une atmosphère qui est pas sans rappeler celle que tu retrouves dans La Lignée, donc la trilogie de livres qu'il a fait, qui ont donné après lieu à la série The Strain. Je sais jamais comment la prononcer. Ouais. Moi non plus. Mais d'ailleurs, ces romans sont excellents. Entre parenthèses, je vous les conseille. Ouais. Je me suis régalée, vraiment. Moi, il y a une atmosphère un peu à la, je dirais, du dark Stephen King, quoi. Ouais. Dark dans le sens où il y a un côté réaliste sombre, quoi. Et puis il y a une chouette, je trouve, réinvention un peu du mythe vampirique. Montré de façon différente. Si vous avez vu Blade 2, je trouve que c'est dans la continuité un peu de ce qu'il va développer avec Blade 2. Et donc après, pour aller un peu plus vite, il va faire ses débuts donc à Hollywood avec le film Mimic, qui va être une expérience qui va le marquer parce que c'était une expérience assez difficile et qui va en fait un peu lui apprendre à trouver des moyens de pouvoir fonctionner avec les studios sans en fait perdre ses valeurs, sans perdre son travail, parce qu'il a été assez dépossédé sur le film. Je crois que la fin, c'est pas du tout la fin qu'il avait envisagée. Enfin, faut dire que c'est les Weinstein. Et alors, je crois qu'il a dit dans une interview qu'il savait pas ce qui était le pire, parce qu'en fait, son père s'est fait enlever pendant le tournage au Mexique, parce que en fait, les gens se sont dit « Oh, il est produit par un célèbre studio américain, donc il a de l'argent ».
Sauf que, spoiler, non, il avait pas d'argent, en fait. Il avait même hypothéqué sa maison, je crois, à ce moment-là, même, tellement il avait pas du tout d'argent, en fait. Et du coup, effectivement, c'est James Cameron qui paye la rançon. Mais du coup, après coup, ça a sans doute été une des pires expériences qu'il a vécues, mais il a dit que travailler avec les Weinstein était peut-être encore pire parce que au moins il savait ce que les ravisseurs voulaient, quoi. C'est horrible, le pauvre. En tout cas, ça l'a beaucoup marqué. Ça c'est sûr. Et avant d'enchaîner sur Blade 2, il va travailler sur L'échine du diable. On va en reparler plus en détail de la production. Là, on finit juste de vous replanter un peu ce personnage. Et c'est vrai qu'avec Blade 2, déjà, il a un peu plus appris à travailler avec les studios, à essayer de proposer des choses, à essayer justement d'imposer ce qu'il veut. Donc on voit déjà un Del Toro qui devient plus sûr de lui, qui commence un peu plus à travailler un peu ce qu'il aime, la figure du monstre, à jouer peut-être un peu des fois avec un côté un peu, je trouve, conte de fées dans la relation entre Blade et la princesse vampire. Je trouve un peu, il y a une poésie qui s'installe. Ouais. Oui, il est hyper influencé par tout ce qui est conte de fées, fables, et on verra avec L'échine du diable, roman gothique. Et ça va imprégner toute sa filmographie. Même dans les films les plus gros sabots, on va dire, même si Pacific Rim, j'adore ce film, quoi. C'est effectivement, c'est vraiment, ça fait partie, il fait partie peut-être des réalisateurs qui ont le mieux mis à l'écran le gothique dans tout ce que ça a, dans tout ce que ça comporte, quoi. Et pas seulement pour le côté romantique, quoi. Tout à fait. Je trouve que Crimson Peak, par exemple, va bien résumer cette démarche. Parce que justement, dans le film, il va rappeler dès le début ce qu'est pour lui le gothique. Et il rappelle une fois de plus le rôle que vont représenter les fantômes pour lui. Thématique qu'on va bien développer dans cette émission. Ne vous inquiétez pas, cher public, vous saurez tout. Vous saurez tout sur Guillermo et les fantômes. Vous allez voir, c'est très très beau, je trouve, cette vision. Est-ce que vous avez des choses à rajouter un peu sur son profil en le rattachant à sa filmographie ? Je trouve qu'il y a un peu deux parties dans sa carrière. Il y a jusqu'au Labyrinthe de Pan, on va dire, qui a un côté très justement conte de fées, plus que film gothique au final, je trouve, où c'est vraiment centré sur l'enfance et à part peut-être Blade, et encore, puisqu'il y a un côté un peu enfant maudit. Hellboy, on peut y voir. Ouais, Hellboy, c'est complètement enfantin aussi, hein. Parce que ça reste un enfant qui est propulsé dans un univers qu'il comprend pas trop. Mais je trouve qu'il y a un univers un peu Lovecraftien avec Hellboy. Mais je trouve que Hellboy, il a un caractère très enfantin, quoi. Enfin, ça fait conte de fées aussi. Ah oui, totalement. Rien que le début, quoi, en fait. C'est complètement conte de fées, quoi. Hellboy 2, on va dire que c'est un peu la transition. Et ensuite, moi, je trouve qu'après, ça bascule dans autre chose, dans le sens où il y a toujours cette atmosphère un peu de conte de fées. Par exemple, dans Pacific Rim, il y a la scène avec la petite fille, le souvenir, qui est complètement conte de fées. Il y a toujours, dans la forme de l'eau, le personnage principal a des fois un aspect de petite fille. Même le monstre là, parce que comme tu disais tout à l'heure, comme Hellboy, c'est une créature qui débarque dans un monde qu'il comprend pas du tout, quoi. Donc il a parfois des comportements assez enfantins, quoi. Tout à fait. Et puis évidemment dans Crimson Peak aussi, ils ont des comportements aussi enfantins, autant l'héroïne que le personnage de Thomas, que je trouve qui est assez par moments un peu un enfant qui a pas bien grandi, on va dire. Et je suis d'accord. Et du coup, ça suit, mais je trouve qu'il se dépouille de plus en plus de ce caractère conte de fées pour tendre vers autre chose. Et des fois, c'est peut-être... j'ai l'impression qu'aujourd'hui prédomine peut-être plus ces inspirations que cet aspect conte de fées qu'on avait à l'origine, quoi. Je voulais dire qu'il y avait aussi un aspect... On a déjà vu beaucoup de réalisateurs qui avaient cette inspiration-là, et je le retrouve aussi dans Del Toro, l'inspiration un peu des monstres à la Universal, ces monstres classiques, ces créatures un peu comme la créature de Frankenstein. Souvent, c'est les personnages qui doivent avoir un aspect monstrueux sont pas les vrais monstres, et c'est souvent les humains qui vont être les vrais monstres dans l'œuvre. Il y a vraiment un côté un peu parfois mélancolique aussi. Je trouve que dans La forme de l'eau, il y a un côté mélancolique un peu. Oui, tout à fait. Je voulais juste rajouter que peut-être que... il faut juste, si jamais vous ne connaissez pas du tout Guillermo del Toro, on parle de conte de fées, mais il a gardé l'aspect inquiétant du conte de fées,
peut-être pas l'aspect moral comme dans les fables par exemple, mais vraiment le côté cruel des contes de fées. Et ces personnages, ce côté enfantin, il est toujours maltraité en fait par le monde extérieur. Et aussi il y a un truc qu'il faut peut-être noter, mais on va le développer avec les Chines du Diable, c'est que j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, qu'il n'y a jamais une double lecture chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible. Il ne nous dit pas peut-être que, en fait, ce que vous avez vu qui est de l'ordre de l'imaginaire, c'est seulement dans la tête du personnage. Non, je pense que chez lui, c'est vraiment frontal, en fait. L'imaginaire existe vraiment. Parce que lui, il vit en fait dans ce côté imaginaire et entre deux mondes et c'est très fort le dialogue avec l'au-delà en fait chez lui et dans ses films. Mais il l'a dit, les monstres m'ont sauvé la vie, ils m'ont fait découvrir le cinéma, ils m'ont aidé dans des moments où ça allait pas bien, et justement, alors tant pis, j'en parle un peu maintenant, mais genre la relation avec son oncle, ça l'a totalement chamboulé, c'est-à-dire qu'il parlait beaucoup de la vie, de la mort avec lui, des fantômes, et son oncle lui a dit, écoute, si jamais il y a vraiment quelque chose, si jamais il y a vraiment des fantômes ou un au-delà, quand je mourrai, je reviendrai te voir pour te dire s'il y a quelque chose. Et Del Toro raconte que justement, quand son oncle est mort, un soir, il était dans sa chambre et il a entendu un bruit, il a senti quelque chose et il a senti une respiration triste. Et donc c'est ce jour-là qu'il a commencé à croire aux fantômes, et c'est devenu quelque chose d'hyper important dans son œuvre. Et justement, dans Les Chines du Diable, il y a ce côté respiration, ce fantôme un peu triste. Dans Crimson Peak, une des premières scènes de début où on a la petite fille qui a perdu sa mère et qui voit le fantôme venir dans sa chambre et tout. Enfin, c'est vraiment des images très très fortes chez lui. Mais ceci dit, bon, alors on va pas non plus rentrer trop dans l'analyse de ces autres films, mais dans le Labyrinthe de Pan, moi je trouve qu'au contraire, il y a un doute qui est laissé. Au contraire, tu as plutôt tendance à penser que le fantastique est pas... Sauf qu'il y a un dernier plan quand même dans le Labyrinthe de Pan qui te fait plutôt pencher vers le fantastique. Hein. Tu sais ce qu'on dit sur le cerveau qui continue à produire et même qui produirait des images plutôt de l'ordre du rêve et du fantastique. Ouais. Et pour moi, c'est la même question qu'Inception. Ouais. C'est vraiment... Enfin, moi, j'en sais mais rien. Mieux fait. T'as raison. Hein. Non, oui. Enfin, mieux fait, j'en sais rien, parce que Inception, c'est vraiment pas le même film, mais je pense que c'est... En fait, dans Inception... Je suis en train de spoiler Inception pour les gens qui l'ont pas vu, mais Inception, le dernier plan est coupé juste à la limite, mais quand même, tu commences à voir la toupie vaciller. Et je pense que c'est quand même une manière pour Nolan de nous donner la réponse, en fait. Et pas les Chines du Diable, dans le Labyrinthe de Pan, il est plus clair quand même. Non ? Je sais pas. Faudrait que je le revoie. Honnêtement, c'est vrai qu'en fait, tous ces films, le fantastique, enfin peut-être pas tous, mais si tu prends en tout cas Les Chines du Diable et Crimson Peak, sans trop spoiler, c'est quand même qu'un seul personnage qu'on est assuré qui voit les fantômes et qui voit l'aspect fantastique. Donc ah non. Ah bon, on va parler de Les Chines du Diable, mais dans Les Chines du Diable, c'est pas le seul. Hein. Dans Les Chines du Diable, on va en parler, mais il y a cet aspect que genre il y a rien qui t'affirme non plus que le fantastique est bien et c'est ça qui pour moi est important et qui distingue le fantastique de la fantaisie et du merveilleux, c'est qu'en fait tu n'es jamais sûr quoi. Ouais. Et c'est ça qui fait la force de la croyance, quoi. C'est que tu n'as jamais l'assurance de... Mais après, la façon dont Del Toro va montrer ses fantômes, on va en parler, rien que la façon dont lui l'interprète, et au final, il n'y a pas de doute parce qu'on peut tous les voir parce que ça représente une certaine idée. Vous voyez, je tease un peu. Mais on va pas tarder à en parler. Innocents, ces fantômes. Voilà, ils ont un rôle particulier. Mais juste avant d'en parler, j'ai envie de dire que quand même, Del Toro, je trouve que c'est un réalisateur, un conteur visuel pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il va nous raconter au travers de l'image, au travers de la mise en scène, l'utilisation des couleurs ou autre,
qui va pas avoir besoin de nous décrire dans le scénario ou dans un dialogue. Je prends l'exemple de Pacific Rim, la société dans laquelle les personnages évoluent, si on regarde bien ce qui est en arrière-plan, si on voit, si on prête attention à la façon dont certains personnages sont filmés, à ce qui se passe, on comprend qu'en fait c'est une société qui va être très religieuse, qui va être dans la peur. Enfin, on essaie de voir un peu les différentes couches et on n'a pas un personnage qui va venir nous dire, comme par exemple, je sais pas moi, dans certains films récents, genre ah tenez regardez c'est tel endroit, il se passe exactement ça, gna gna gna. On n'en a pas besoin. Del Toro nous donne toutes les infos qui nous sont nécessaires au travers de l'image et au travers des émotions qui vont se dégager de cette mise en scène en fait. Et ça, je pense que c'est quand même assez important de le planter pour Les Chiennes du Diable. Surtout pour ses premiers films, il joue justement sur le fait qu'en fait tu es du côté du point de vue du héros, qui souvent est soit un enfant, soit un grand enfant, qui est un peu confus et un peu perdu, et justement il y a cette des fois cette rétention d'infos ou des informations qui peuvent être mal interprétées quoi. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme de ces films quoi. C'est justement quelque chose où tout n'est pas littéral, tout n'est pas dit d'emblée, et il y a du mystère en fait, et souvent c'est aussi durant le film on va découvrir des choses sur l'arrêté, et bon alors, sans trop spoiler, mais des fois vaut mieux le fantastique quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous voyez un dernier truc à rajouter, ou on commence un peu à rentrer dans la production du film, la présentation et tout ce qui va être intéressant? On peut se lancer là, je pense. On peut se lancer. Alors, le projet de L'Échine du Diable, alors c'est un projet que Del Toro a travaillé et retravaillé pendant 16 ans. Je crois qu'apparemment, même l'idée, il avait commencé à l'avoir quand il était, je crois, au collège, un truc comme ça. C'est vraiment une histoire qu'il a hanté. Alors j'ai lu dans une interview qu'il s'est inspiré de différents éléments. Donc il s'est inspiré de sa grand-mère, de son oncle. Il s'est inspiré, alors apparemment, il a vu des enfants se faire violemment battre et mourir. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Alors, il a pas voulu en dire plus, mais en tout cas il expliquait que c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Et ça a été aussi une inspiration pour ce film. Et ensuite, moi, dans ce que j'ai lu, c'est qu'au niveau des fantômes, il s'est aussi inspiré de tout ce qui est les histoires de fantômes japonaises. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments au niveau de l'inspiration du film. Il a aussi une inspiration de comics. D'abord, c'est un lecteur de comics. Et le personnage de Jaime, donc l'antagoniste parmi les enfants du héros du film, dessine, et il dit qu'il veut devenir dessinateur de comics. Et en fait, il a été inspiré d'un dessinateur qui s'appelle Jiménez, du coup. C'est bien ça, tu me confirmes, alors, Faye? Carlos, alors je pense que ça se prononce Carlos Jiménez, si je me rappelle dans mon espagnol, même s'il y a un G, je crois que ça se prononcerait. Mes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe, je suis morte. Et en fait, il a écrit une BD dont j'ai plus le nom là, mais qui a aussi fortement inspiré le film, parce que c'est une BD qui se passe pareil dans un orphelinat de garçons. Et donc voilà, donc il a une inspiration, et en fait il est très érudit, Guillermo del Toro, autant dans le côté pop culture que dans une littérature plus classique, ou dans les arts plus classiques, dans les tableaux par exemple, il y a pas mal de références picturales. Ah oui, dans le film c'est fort. Bah après moi j'ai des inspirations filmiques. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, alors La Nuit du Chasseur, qui est peut-être le plus évident, et Opération Peur, Au revoir les enfants, et Los Olvidados. Olvidados de Buñuel. Ouais, Los Olvidados. Ah mais ça se ressent, tiens, le Buñuel dans le film. Ouais, il y a pas mal de rappels vers Buñuel, et il y a des plans qui sont... En particulier, il y a un plan qui les répète plusieurs fois dans le film, qui est clairement tiré de la prisonnière du désert de John Ford, où il y a des personnages qui plusieurs fois dans le film traversent une porte qui donne sur le désert, et ça c'est vraiment un plan quasiment identique du film de John Ford, quoi. Ouais.
Je suis d'accord, tout à fait. Et pour revenir, moi j'avais lu qu'au départ ça devait pas se passer en Espagne pendant justement les guerres franquistes, et que c'est parce que il a rencontré un certain producteur que finalement il a changé le lieu de son histoire. Est-ce que Sophie, tu veux nous en dire plus sur les producteurs, qui sont 2 frères apparemment? Oui, c'est Pedro et Augustin Almodóvar. Qui ont du coup produit et financé le film. Alors je crois qu'ils n'étaient pas tout seuls, il y avait aussi, j'ai entendu dire que Cuarón aussi avait participé à la production, même si je ne l'ai pas vu au générique. Enfin dans des interviews, dans des personnes qui ont parlé de sa carrière, il parlait du fait qu'il avait produit aussi participé à la production, mais je n'ai pas vu son nom dans le générique, ni... Peut-être qu'il l'a fait de façon officieuse, Ouais, genre peut-être. tiens poteau, je te donne des sous. Ouais. De toute façon, ils se sont aidés mutuellement pendant toute leur carrière. Hein. Ah, sur IMDb, effectivement, il est cité Alfonso Cuarón. Ah, Je viens de... écoute, ça dépend d'où on Ok. regarde, du coup. Voilà. Mais ouais, du coup, oui, forcément, c'est une relation un peu d'entraide et tout. D'ailleurs, je crois que c'est en voyant Chronos, il me semble que les frères Almodóvar ont proposé à Del Toro de produire justement un film, parce qu'ils avaient été hyper impressionnés, il me semble. Ah, c'est possible. Ça, pour le coup... Ouais, c'est possible. Ouais. Apparemment, il a été aussi inspiré par une histoire de fantôme dans la ville de Chapala, où en fait, il y avait donc une histoire d'une femme j'ai vu noyée dans un lac qui emportait les gens dans l'eau. C'est intéressant, ça. Mm. C'est un peu comme la... Comment elle s'appelle? La Ah, je trouve plus le nom. Yorona. Yorona. Ouais, Yorona, ouais, ça me fait penser à ça. J'ai essayé de faire Ouais, l'accent, Et ça me mais rappelle... c'est faible. Et ça me rappelle le... Je sais plus si ça y est dans le Tour d'écrou, si c'est que dans... Eh ben, The figure-toi Hunting qu'apparemment, of le Bly Tour Manor, d'écrou je me ferait rappelle. partie des inspirations littéraires. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est tellement un truc important. Vraiment, C'est si vous l'avez gothique pas aussi, lu, hein. allez-y. Mm. Mm. Donc, au niveau de la production, donc, j'ai lu qu'en fait, on lui avait proposé donc Blade 2 à ce moment-là, et qu'il a forcé les producteurs à l'attendre en disant bah non, écoutez, moi je veux absolument réaliser ce film-là, je veux concrétiser cette idée, donc si vous voulez vraiment que je fasse Blade 2, bah, il faudra attendre que je finisse Les Chines du Diable. Donc il était vraiment entre deux trucs, entre je sors de Mimique, ça m'a gonflé, il faut que j'extériorise tout ça, et maintenant je vais vous dire comment ça marche et vous allez m'écouter. Donc c'était quand même un Del Toro plutôt... pas révolté, mais un peu en colère, on va dire, un peu, voilà, sans chaud. Je suis pas sûre qu'on l'ait dit, mais il s'est passé en Espagne le tournage. Parce qu'il se reconnaît un peu dans le désert, mais désertique. Mais après, tu peux trouver un peu le même paysage désertique. Enfin, un peu différent, mais tu peux trouver aussi du désert au Mexique, donc c'est important de dire que c'était tourné en Espagne. Oui, bah, de toute façon, ça va avec l'histoire, hein, donc voilà. Tout à fait. Il s'est bien documenté. Alors, tiens, je vais demander à Charlotte si tu veux nous faire un petit pitch quand même pour présenter cette histoire fantastique à nos auditeurs et auditrices. Mais tout à fait. Donc ça se passe pendant la guerre civile espagnole, donc en Espagne, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Carlos, dont le père a été tué au combat en fait, et qui se retrouve largué dans un orphelinat où il rencontre ses nouveaux camarades. Et alors il y a 2 éléments en fait dans le film. Et quand il arrive dans cet orphelinat, il y a une bombe qui est tombée au milieu de la cour et qui n'a pas explosé. Et il fait en plus de ça connaissance avec un fantôme qui hante les lieux et qui le terrifie. Voilà. Et puis autour de lui, il y a toute une galerie de personnages caractéristiques, dont la directrice, l'un des professeurs, qui d'ailleurs on ne sait pas trop si c'est un professeur ou le docteur, on ne sait pas trop ce qu'il fait là exactement. C'est un prof de sciences, non ? Et ben en fait, Moi, j'ai compris que c'était un docteur. Ouais, on voit jamais donner de cours en fait, donc il est
c'est le docteur de l'orphelinat, ce qui serait pas non plus hallucinant vu qu'il y a plein d'enfants et que c'est pas qu'une école, quoi. Mais voilà. Bah après, on comprend assez vite que je me permets de rajouter une info. Ouais, vas-y. Que effectivement, en fait, au-delà d'un orphelinat, c'est aussi un espèce de refuge des résistants, et que en fait, les profs, tout ça, même les mecs parce qu'à un moment donné il y a des ouvriers, t'as l'impression que tous font partie plus ou moins de la résistance, et en plus ça sert de réserve pour l'ordre de la résistance. Par contre, non, les franquistes, ils vont les rencontrer quand ils vont en ville pour vendre des choses, genre le docteur qui vend des boissons, des trucs comme ça, mais en fait leur plus grande peur, c'est que justement la guerre arrive chez eux, et c'est symbolisé un peu par cette bombe. Enfin, on va pas trop en dire plus, mais en gros voilà, donc il y a des enfants dans un orphelinat, des fantômes, et il va se passer des choses. Et des franquistes, on sait pas ce qui est le pire. Et des franquistes, voilà. Et est-ce qu'il y a quand même des acteurs à retenir qu'on aimerait peut-être juste citer, et après on y va dans l'analyse? Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez citer? Ah oui. Eh bien, je vais commencer par... Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le film, mais il y a Marisa Paredes, qui est une grande actrice espagnole, entre autres une actrice fidèle d'Almodovar. Elle joue dans Tout sur ma mère et dans Parle avec elle, il me semble, par exemple. Et puis il y a... alors, je sais jamais, j'arrive jamais. Il y a Eduardo Noriega, qui était au maximum de son sex appeal à l'époque. Ce qui fait que c'était... lui, c'est le grand antagoniste du film, et c'était quasiment une originalité, quoi, de le prendre pour faire le méchant du film. Ah ouais? Parce que moi, je trouve qu'il a toujours ce rôle un peu... dans les films d'Amenabar, notamment, il a toujours ce rôle un peu ambivalent, quoi. Ouais, mais je crois qu'il sortait de Ouvre les yeux, il me semble. Les yeux, où il était le héros du film. Mais il avait pas fait avec Alex de la Iglesia aussi des rôles un peu plus ambigus? Et à ce moment-là, s'il avait déjà tourné, je sais pas s'il avait déjà tourné avec Alex. Non, mais il l'a fait plus tard, par contre. Je crois que c'est peut-être plus tard avec. Oui, il a tourné, mais alors c'est récemment. Iglesia, Mais je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps dans un film de lui, donc c'est pour ça. Ouais, c'est possible. Mais bon, voilà, du coup, lui, alors, il est plus très connu, en fait. Hein. Il a eu un moment où il était assez populaire, puis là, je crois qu'on n'en entend plus trop parler. Il a joué dans La Belle et la Bête, visiblement. Les Traducteurs. Oh, il était dans Le Dernier Rempart. Okay. Ah bah purée. Et il est censé être dans La Marque du Diable. Il est censé être déjà sorti sur Netflix, mais je n'ai pas entendu parler. Ah bon? Peut-être Netflix espagnol. Bah après, je pense que sa carrière est à l'image du néo-gothique espagnol, quoi. C'est-à-dire que tout le cinéma un peu horrifique espagnol, là, c'est un peu redescendu, qu'aujourd'hui, il n'y en a plus trop de produits. Donc, oui, là, récemment, ouais. Comme il est un peu associé à cette vague, bah du coup, on le voit moins. C'est possible, hein. Après, c'est vrai qu'en France, peut-être, on n'est pas trop porté sur les acteurs un peu hispaniques, tu vois, sortis des gros connus, peut-être, je sais pas, hein. C'est triste. Et il y a aussi, je crois, un acteur fétiche un peu, enfin qui fait partie de la famille Del Toro en quelque sorte. Je crois que c'est celui qui fait le docteur. Ouais, Federico Lupi, qui était dans son premier film, ce qui était dans Chronos. Ouais, ça. Et qui, moi je le connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Je l'ai vu que dans les films de Del Toro. Mais a priori, c'est un grand acteur, quoi. Donc voilà. Et donc c'est infidèle parce qu'il réapparaîtra après dans le Labyrinthe de Pan. Ouais. Même si je n'ai absolument aucun souvenir de son rôle, je vais être tout à Alors fait effectivement, je viens d'ouvrir sa filmo et c'est assez impressionnant. Le mec, il a fait, mais il a enchaîné les films. Souvent même plusieurs films dans une année, quoi. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression que la plupart de ses films sont d'Amérique latine et que du coup, on n'en a pas entendu parler. Ouais, mais voilà, forcément, on ne connaît pas tout. C'est dommage, mais ouais, il a une grosse filmo. Hein. Assez impressionnant. Et alors, j'avais même pas ouvert la section série. En tout cas, on peut dire qu'il a été fidèle parmi les fidèles de Del Toro, parce qu'il a été là du début jusqu'à sa mort, en fait, quasiment. Non, parce qu'il a pas fait les films. Ah non, parce qu'après il a fait des films américains, Del Toro. Donc il a été là jusqu'au Labyrinthe de Pan, en fait. Voilà.
Mais, En tout cas, il y a un sacré casting qui est quand même hyper impressionnant dans chacune de leurs prestations. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas un acteur que je me suis dit, ouais, celui-là, il est pas, tu vois, il est pas hyper juste. Même les gosses, je les ai trouvés vraiment très très bien. je Franchement, trouve. les gosses, je sais pas vous, mais moi, leur jeu d'acteur, ça m'a rappelé un peu la guerre des boutons, quoi. oui, ils sont un peu présentés comme ça d'ailleurs à un moment donné, ouais. Ben, d'ailleurs, vous savez ce que faisait Del Toro pour faire pleurer les gosses quand il avait besoin de les faire pleurer? C'est Oui, vraiment. c'est horrible. Il leur disait, ouais, je vous aime pas, vous êtes trop nuls, vous me décevez et tout. Et je crois que les gamins pleurent, quoi. Et après, il leur faisait, mais non, je vous aime bien. Je trouve ça trop vachement. Ça marche une fois, ça. Oh là là, pauvre gamin. Non, mais sinon, le tournage s'est très bien passé. Voilà, Del Toro, franchement, les gens, à chaque fois, bon retour sur lui. Après, il y a eu quelques rumeurs comme quoi il sera un peu, des fois pas sympa, mais là, sur ce tournage-là, ça s'est plutôt bien passé. Donc, ça résume à peu près un peu le contexte. Donc, c'était vraiment une époque un peu charnière. Voilà, passer d'un projet qui lui tenait à cœur pour après partir sur des choses un peu plus studio et trouver comment, justement, les faire siens. On va rentrer un peu plus donc dans l'analyse maintenant, donc on va revenir sur des scènes du film. Donc si vous n'avez pas vu le film, on va spoiler, donc faites pause, allez le voir et puis revenez, comme ça c'est quand même plus sympathique. Et je vous propose donc mesdames de parler justement de l'aspect fantastique et de comment Del Toro va l'utiliser pour nous raconter cette histoire tragique, cette histoire de guerre. Alors on peut dire que dès le début du film, pareil, il va placer un peu ses billes en nous parlant justement directement à nous disant mais qu'est-ce qu'un fantôme? Et donc pour lui, qu'est-ce qu'un fantôme? Qui a envie de se lancer? Allez-y. Vous avez 3 heures. Sartre disait que les fantômes c'était... Non, En plus, il le dit dès le début du film. En fait, c'est un quiz, c'est ça, pour savoir si on se rappelle. Ouais, voilà, t'as tout compris. Je crois qu'au début du film, il dit que c'est un traumatisme voué à se répéter. Ou une histoire tragique vouée à se répéter. Ouais, un souvenir aussi, il parle de quelque chose, une émotion forte qui revit et qui arrive en fait à pénétrer dans ce qui nous entoure. C'est vraiment une définition qui correspond un peu au fantôme japonais, je trouve. Quand tu vois le début de The Grudge, on te dit quand une personne meurt sous le coup d'une forte émotion, ça imprègne le lieu où elle est morte et le souvenir, tu vois, revient en boucle. Après, c'est aussi une croyance qui est assez ancrée aussi en Occident de cette version du fantôme. C'était vraiment celle qu'avait ma mère quand elle me racontait que quand elle était jeune, elle avait été en voyage scolaire dans les camps de concentration. Super joyeux moment. Et en fait, elle disait que c'était l'endroit où elle a eu plus l'impression, parce qu'elle croit pas aux fantômes, mais là, elle a dit que c'est l'endroit où elle a vraiment cru aux fantômes et aux endroits hantés, parce qu'elle a ressenti une telle émotion à cet endroit-là, qu'elle avait l'impression que vraiment ça avait laissé son empreinte sur les lieux, et que pour elle, c'est la définition du fantôme. Et pour moi, du coup, c'est un peu... Cette histoire, c'est un peu ancré en moi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui est récurrent souvent chez les Occidentaux aussi, de se dire peut-être que le fantôme n'existe pas, mais en tout cas, une émotion forte peut être contenue en un endroit qui va imprimer... de toute façon, c'est le concept du poltergeist aussi, un peu qui s'est passé quelque chose de tellement horrible à un endroit qu'en fait, ça transforme toutes les énergies en énergie négative, quoi. Ouais, puis c'est le gothique aussi, c'est un peu la définition du gothique, c'est quelque chose qui va réutiliser dans Crimson Peak. Mais moi, ce que j'aime, c'est le fait, justement, tu vois, on dit qu'on a tous des bagages à porter, qu'on est tous hantés par quelque chose, par des événements qu'on a vécus. C'est vrai que ce côté, les revivre sans cesse et tout, pour moi, oui, effectivement, c'est des fantômes. Et soit tu peux le voir d'un aspect psychologique, soit tu peux leur donner une représentation, une manifestation, comme c'est fait dans le film, justement, avec le petit Santi, qui est à la fois une représentation de la peur de la guerre, une représentation de la violence, une représentation de la culpabilité pour la personne qui lui a fait du mal. Enfin, il y a plein de choses autour juste de ce fantôme, cette représentation. Il arrive vraiment, je trouve, à nous raconter et à nous faire passer beaucoup d'émotions en utilisant une figure qui est censée nous faire peur au départ, en fait. C'est vrai que dès le début, en fait... je trouve qu'il y a ce qui domine comme émotion quand on voit le fantôme, ce n'est pas tant la peur que la nostalgie, la mélancolie, parce que c'est dans sa manière de montrer le fantôme. Faut savoir que Guillermo del Toro, dans toutes ses apparitions de fantômes, en fait, il fait pas un fantôme
drap blanc ou genre une apparition d'une personne un peu pâle de peau. Il y a vraiment une recherche esthétique et des effets spéciaux qui sont utilisés. Et dans les films du diable, notamment, il y a une impression de vapeur entourant le fantôme, Oui. qui va réutiliser dans Crimson Peak aussi. Comme un côté flottant, quoi. Ouais, et il y a aussi un côté un peu craquelure, un peu comme une poupée qui est brisée, tu vois. C'est un peu un effet comme, par exemple, Tim Burton, il l'avait fait sur Eva Green, tu sais, dans Oui. le film où elle fait la sorcière, ouais, où justement il y a cet effet poupée de porcelaine cassée. Et je trouve qu'on retrouve ça, et donc en même temps, ça nous donne. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper triste, parce que c'est l'enfance brisée, en fait. Mais totalement, en fait, on peut se demander si ce fantôme d'enfant, c'est pas finalement l'enfance, enfin l'innocence de ces garçons dans cet orphelinat, qui en fait, la guerre va leur voler leur enfance, quoi, enfin, et leur innocence, quoi. Et leur famille aussi, accessoirement. Et ce qui est intéressant dans cette image aussi du fantôme, c'est techniquement comment elle est faite en fait, parce que la version restaurée de Carlotta permet de voir que en fait, du coup, cette haute définition et ce côté un peu suréclairé qu'ont les versions restaurées de nos jours, permet de voir un peu plus les effets spéciaux. Alors, ça a un côté positif ou négatif sur certains films, mais là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, c'est des textures qui ont été, c'est la surimpression de textures qui donne ce côté craquelé, et du coup, le film ne vieillit pas. Et alors que t'as plein de films de la même époque qui ont vieilli malheureusement, et c'est pas terrible aujourd'hui les effets spéciaux numériques de l'époque. Mais là, du coup, de cette superposition en fait de textures fait que c'est pas. Enfin, je trouve que ça a pas vieilli, quoi. Non, ça marche très bien, et je trouve que ça donne un côté très pictural. Il y a vraiment des fois où j'ai pensé à des tableaux de Goya, mais aussi à des tableaux. Il faut que je retrouve le nom de cet artiste qui jouait beaucoup sur les clairs-obscurs. Et justement, Espagnol, ça donne cette espèce. Un espagnol, j'arrive plus à retrouver le nom. C'était parce un que peintre qui jouait clair-obscur, moi je beaucoup pense tout de suite aux hollandais, mais. Ouais, moi je pense à Non. Caravage, mais. Ouais, Caravage aussi, c'est un peu le même genre, mais j'arrive pas à retrouver le. Il y avait un espagnol qui faisait ça aussi, et je trouve que ça apporte une ambivalence, c'est-à-dire que à la fois on a un côté effrayant qui est en fait la vision du gosse au départ qui va avoir peur, et le côté triste qui va arriver avec la lumière. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, et les références à Goya, par contre, vont être là pour apporter plus un côté folie, un côté. Vraiment, là, tu vois, c'est le gars qui perçoit toute l'horreur de ce qu'il a fait, tout le truc, tu vois, où ça le fait vaciller, même les gosses, ça les fait... Enfin, je trouve que c'est hyper fort. Mais la scène en ville, où t'as d'exécution, moi, elle me fait penser directement au tableau de Goya, en fait. Elle est horrible. Ouais, c'est complètement ça. C'est le 13 des maillots, je crois, c'est ça le c'est tableau, ça, ouais. où ils sont de dos et on voit l'armée qui a pas de visage Non, ils sont pas de dos d'ailleurs, c'est l'armée qui est de dos et c'est eux qui sont face à eux et qui se font fusiller les uns après les autres. Mais en fait, elle est vraiment horrible parce que d'abord, c'est peut-être la scène la plus réaliste du film qui vraiment, là, Avec la c'est fin. dans l'histoire, quoi. Avec quoi ? Avec la fin. Je trouve que la fin, tu sens vraiment la physicalité, on va dire, de ce qui leur arrive, quoi. Oui. Ouais, je suis d'accord. Et le son est horrible parce que tu as nous, spectateurs, on connaît un des gars qui est Alaya, qui est celui qui a déposé le petit garçon au début. Et du coup, on a un attachement particulier. Et d'ailleurs, c'est un moment dans le film où il y a une espèce de bascule qui se fait, où les enfants passent un peu au second plan et où le professeur, le docteur Cazares devient plus ou moins le personnage principal de ce moment-là, en fait, du film. Et du coup, on est dans quelque chose de plus réaliste, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va nous préparer, nous, public, au moment où lui-même va devenir fantôme, ce qui fait qu'on va comprendre pourquoi il reste et pourquoi il imprègne et pourquoi il va aider ses enfants comme un dernier souhait en disant il faut qu'ils puissent partir, mais en même temps, bah voilà, je suis la représentation de la guerre, je suis la représentation de la violence, mais en même temps, j'étais pas que ça, j'étais aussi bon. Et le fait qu'on ait suivi tout ce parcours, qu'on voit un peu comment il pense, ses peurs, tout ça, ça fait qu'on est beaucoup touché par sa mort. Moi, je sais que j'étais hyper triste, en fait. Ouais. Après, Cazares, pour moi, c'est pas... c'est peut-être le seul adulte, Cazares, qui est presque complètement... comment dire ça, positif, en fait, parce que il est comme... Alors, en fait, c'est un personnage
qui est amoureux de la directrice, sauf que il est impuissant. Et du coup, il ne peut pas lui déclarer sa flamme parce que ça ne se concrétiserait pas en fait. Et du coup, c'est un personnage qui voyage dans la poésie. Il récite des poèmes par cœur, il écoute de la musique, il explique des choses très scientifiques aux élèves. Et c'est pas pour autant un personnage. Alors, on voit jamais donner des cours. Il doit. C'est plus un mentor, en fait, je trouve qu'il est très philosophique. Ouais, c'est pas un personnage qui va les punir, en fait, contrairement aux autres adultes. Il me fait penser au fantôme de l'opéra, celui qui se cache, qui est pourtant raffiné, qui a plein d'éducation, mais qui se voit comme un monstre parce qu'il a une infirmité. Donc là, c'est symbolisé par le fait qu'effectivement, voilà, il ne puisse pas assouvir certains plaisirs. Mais j'ai l'impression qu'il se met tout le temps, tu vois, en coulisses. Genre, tu as cette scène où il entend la femme qu'il aime en train de faire ses petites affaires avec son amant, et il est derrière et il a le bruit. Et c'est vrai que cette scène-là, j'ai vraiment pensé, voilà, cette figure-là de la littérature qui reste en coulisses et qui peut que rêver du fait qu'il aimerait être avec celle qu'il aime. Donc je trouve encore une fois, tu vois, qu'on a cette figure du monstre, mais le monstre tragique en fait. Ouais, complètement. Et du coup, pour moi, c'était pas tellement un personnage. Le personnage qui symbolise la guerre, c'est vraiment le personnage de Jacinto, donc qui est joué par Noriega, qui en plus est celui qui fait entrer le mal dans l'orphelinat, mais au point de vue symbolique, mais aussi concrètement, parce que les gars qui vont l'aider à détruire l'orphelinat, c'est eux qui les introduisent dedans. Et est-ce qu'on pourrait le voir comme le diable de cette histoire, quelque part ? Parce que c'est vrai qu'il est associé au feu. Qui a ce côté ultra violent. Si on reste dans la partie fantastique, finalement le vrai monstre de cette histoire, c'est lui, c'est le diable. C'est vrai qu'il incarne la tentation aussi bien physiquement pour les femmes. Bah ouais, et lui c'est le performeur sexuel quoi. C'est une bombe sexuelle. Il est hyper séduisant et en même temps il est hyper charmeur. C'est ça, et en même temps il est ultra violent. Il détruit tout ce qui est autour de lui. Il le dit dès le début d'ailleurs que il voudrait détruire pierre par pierre cet endroit parce qu'en fait c'est un ancien pensionnaire de l'orphelinat. Et ce que je trouve assez beau chez Del Toro, c'est que c'est un personnage dégueulasse, vraiment, il a rien pour lui, quoi. Mais Del Toro, il arrange toujours un moment dans le film, même plusieurs moments, où on voit que c'est un personnage qui est très profondément blessé, en fait. Il y a quelque chose qui a été... qu'il a à côté, il est passé à côté de sa vie, et il a vécu des choses horribles. Et du coup, ça pourrait être une incarnation du diable, mais il est même pas assez puissant pour l'être, quoi, tu vois, pour être le diable. À la fois, tu sais, le diable aussi, c'est quelqu'un de blessé. Il s'est fait virer du paradis, et c'est pour ça qu'il est vénère. Ah ben regarde la série Lucifer, par exemple. Là, il fait une psychothérapie, ça va mieux après. Mais aussi, tu vois, tu peux le voir comme la définition du fantastique, qui est cet élément qui vient perturber la réalité. Et là, on a un élément qui vient perturber ce quotidien, qui apporte la violence. Et c'est aussi, tu vois, lui qui va entraîner l'apparition du petit Santi. Et quand tu regardes le petit Santi, il y a un côté très perturbant dans sa façon de marcher. Je sais pas si vous avez remarqué dans la mise en scène, du coup, je suis allée lire pour savoir comment c'était fait. Oui. En fait, il a filmé, si j'ai bien compris, les scènes en faisant marcher son acteur à l'envers. Et puis après, il a repassé... l'enregistrement donc dans l'autre sens, et donc ça donnait l'impression que là il marchait à l'avant, mais ça lui donne une démarche un peu cassée, un peu bizarroïde, et c'est très perturbant, tu vois, quand tu as le côté qui est un peu réel. Traînante, c'est vrai. C'est vrai. Et juste pour revenir sur le personnage de Jacinto et Carmen, moi j'ai eu le sentiment, contexte, mais que Carmen représentait aussi les républicains qui étaient en train de perdre, et Jacinto était un peu les fascistes qui rentraient et qui pénétraient en conquérant. Parce qu'elle a vraiment un côté, elle a un caractère un peu résistante en fait, un peu combative aussi. Son mari était un résistant. Ouais.
Et on comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'elle elle couche avec lui en fait. En plus, il y a un côté un peu incestueux parce que elle l'a accueilli quand il était jeune dans l'orphelinat, donc elle l'a élevé quoi. Et c'est peut-être pour montrer la perversion. C'est un thème qui traverse le cinéma de Del Toro de toute façon, mais ouais. Mais je veux dire, tu vois, ça va nous permettre d'aller sur le point de comment Del Toro nous parle de la guerre. Mais donc, si cette directrice représente quelque part, on va dire, l'Espagne, eh bien, c'est une Espagne qui est blessée dans sa chair. C'est une Espagne qui bascule dans le négatif, dans la perversité. Et comme, je crois que c'est Sophie qui le disait, le fait que justement les républicains sont en train de perdre et que Franco va arriver au pouvoir, voilà, qui est un dictateur, voilà, qui entraîne des choses assez horribles par la suite, quelque part on peut le voir justement comme cette Espagne qui est en train de se briser et justement par la suite elle va avoir une fin un peu compliquée, on va dire un peu souffrante. Quelque part ça continuerait dans la métaphore de la guerre et la métaphore de cette directrice représente l'Espagne, représente la figure de la mère patrie en fait en quelque sorte. Et si vous voulez donc continuer à développer sur le sujet de la guerre, faites-vous plaisir, soyez violente, allez-y. C'est un sujet en tout cas qui est hyper présent dans ces films. Ouais, alors en fait je voulais revenir sur la bombe. Vas-y, justement, c'est un sujet qui m'intrigue. Comment tu la vois ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ouverture du film, c'est un travelling avant sur une ouverture qui est plongée dans le noir, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, et physiquement, la caméra nous fait traverser un monde, quoi. On passe... là, à ce moment-là, il y a le personnage de Cazares qui pose ses questions sur qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Et on passe dans le noir et la transition, c'est l'ouverture d'un avion sur une bombe qui tombe, sur cette bombe qui tombe. Et en fait, dans le montage, c'est entrecoupé avec la mort de Santi qu'on voit dès le début. Et cette bombe se plante au milieu de la cour alors que le corps de Santi est caché dans une espèce d'énorme cuve qui est en sous-sol dans l'orphelinat. Et alors qu'on a caché le corps de cet enfant, il y a cette bombe qui tombe en plein milieu de la cour. Donc en fait, elle est plantée au milieu de la cour, tout le monde la voit, et pourtant on vit avec comme si c'était ok, elle va pas exploser, nous explique une dame au départ, puisqu'elle aurait été déminée. Désamorcée, merci. Et en fait, c'est comme une épée de Damoclès. En fait, elle pourrait exploser à tout moment, comme la guerre en fait, et on la voit pas directement, mais en fait, elle est tout le temps là cette guerre, et c'est la bombe qui l'incarne. Et en même temps, elle incarne le corps le meurtre de cet enfant qui n'a pas été résolu, quoi. Et du coup, il y a toujours, même s'il parle pas de la guerre de façon hyper directe, on n'a pas beaucoup de scènes à part cette scène de fusillade. Qui parle de la guerre directement et quelques dialogues. Ça parle de comment ces enfants sont directement impactés au quotidien par ce que les adultes font de leur vie, quoi, et de la vie de leur famille, quoi. Et d'ailleurs, elle parle avec eux, la bombe. Oui. C'est ça qui est angoissant. Elle est à la fois une aide et un truc hyper dangereux, quoi. C'est ça, et puis il y a souvent des plans où, genre, par le montage, il va souvent y revenir dessus. On va avoir des plans où les gens vont tourner autour, comme si... Et la façon dont il met la caméra, on a parfois l'impression que c'est la bombe qui tourne autour des gens, comme le requin, tu vois, dans Les Dents de la Mer. Il y a toujours un truc angoissant, et je sais que la première fois que j'ai vu le film, je me disais, non mais elle va péter, c'est un compte à rebours. Et en fait, c'est un compte à rebours de la guerre qui arrive. Non, mais je trouve qu'il en fait quelque chose d'hyper stressant, d'hyper angoissant, alors qu'en fait, le compte à rebours, c'est pas vraiment une explosion, c'est juste l'arrivée de la violence dans cet endroit. En fait, tout ce pensionnat, quelque part, c'est toute une métaphore de la guerre, en fait. C'est dire qu'en fait, il nous montre cette guerre, on vit cette guerre, mais pas de façon directe, de façon métaphorique, en utilisant justement le cadre dans lequel ça se situe, qui est une espèce d'arène, quelque part, c'est une figure ronde, donc ils sont prisonniers d'un certain cercle, un peu comme quand tu vas sur un tatami, tu vois, 2 hommes entrent, un homme sort, tu vois, c'est un peu ce principe-là. Donc on a ça, on a cette bombe qui revient tout le temps pour nous rappeler le danger, le fait qu'on va mourir, ces gosses qui perdent leur innocence, la violence qui arrive, c'est vraiment le champ de bataille pendant tout le film pour moi. En fait, je vais les reprendre sur ce que tu disais sur le côté angoissant en fait de la bombe.
Guillermo del Toro, il a un vrai sens visuel de la forme. Et moi, ça m'a frappée, alors que j'avais pas forcément fait attention la première fois que j'ai vu le film. Mais la forme de la bombe, c'est cette forme arrondie, tu viens d'en parler. Et toute l'architecture de l'orphelinat reprend cette forme de la bombe. Et en particulier, dans les encadrements de portes qui sont arrondis, c'est des espèces d'arceaux, en fait. D'arches, exactement. Et en fait, ce qui fait que ce danger, il est présent à tous les plans, en fait. Ils sont toujours dans une espèce à l'intérieur d'une bombe métaphorique, en fait, dans le décor, quoi. Et ça, c'est un truc chez Guillermo del Toro qui revient régulièrement. C'est que, sans même que tu t'en rendes compte, il va utiliser les mêmes formes dans l'architecture et dans des détails du décor ou dans des détails des formes de fantômes, par exemple. Je pense à Crimson Peak où on a des fantômes qui sont beaucoup plus en pointe et tout le décor de l'architecture de la maison de Crimson Peak va être en pointe aussi. Et là, c'est la bombe en fait qui donne, comme si elle s'était déjà répercutée dans les lieux, quoi. Et il va faire ça aussi. Il y a un moment donné où il y a une transition où on voit Carlos, donc le héros du film, qui est assis sur son lit. Et sa tête de lit, c'est pareil, c'est une espèce d'arrondi, mais beaucoup plus plat. Et là, le plan suivant, il va y avoir Jacinto qui va être dans une pièce où il va y avoir exactement la même forme, quoi. Et du coup, ces transitions montrent que tout imprègne tout, quoi. Chaque élément de l'histoire et du récit va imprégner aussi le décor malgré les personnages. Et il y a un peu un côté destinée à laquelle on peut pas échapper, quoi. Quoi qu'il arrive, t'es déjà à l'intérieur de cette bombe-là, quoi. Tout à fait. Mais justement, tu parles de destinée et de temps qui passe, mais il y a un truc qui revient souvent chez Del Toro, c'est les mécanismes d'horlogerie, les tic-tac, les machins. Et là, on a cette bombe, tu vois, j'ai envie de parler du son, on a ce bruit de tic-tac, on a le bruit tout le temps oppressant de ces fantômes qui sont tristes. Tout le travail sur le son ne fait que t'annoncer que tu pourras pas y échapper, que le malheur arrive, que l'Armageddon en quelque sorte est à ta porte. Et c'est comme ça, c'est cyclique, c'est le temps qui passe, c'est le fait que ben voilà, les choses comme ça, tu peux pas y échapper. Et tout ce que tu peux faire, c'est t'y préparer du mieux possible, mais ça va arriver, ça va te poursuivre, c'est un mécanisme, c'est en marche, c'est comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent chez Del Toro, même dans Hellboy 2 par exemple aussi, avec tout le côté mécanique qui revient. Enfin, non mais c'est pas mal, il y a vraiment un côté, comme tu le disais Charlotte, fatalité en fait. Alors en vous écoutant et en revoyant les scènes du film, il y a un truc qui me frappe aussi, c'est... mais après je craque peut-être, c'est que cet arrondi, le fait qu'on a souvent tendance à replonger vers et surtout la tête du bassin où est le corps de Santi, ça fait penser au liquide amniotique en fait, et du coup et au fœtus, oui complètement. Mais d'ailleurs Sophie, c'est totalement volontaire parce que le générique de début, t'as les lettres qui apparaissent sur les images du fœtus en très gros plan, qui sont entrecoupées avec ou alors on vient de voir, ou je sais plus, on vient de voir le meurtre de Santi justement. Oui, c'est juste avant. Qui est plongé dans ce liquide, donc c'est totalement fait exprès, quoi. Et puis en plus il y a les fameux bébés. Enfin, les fameux fœtus dans lesquels on fait du rhum. Oui, c'est ça. Ce qui est dégueulasse. J'avoue que quand j'ai revu le film, j'ai fait « Ah ouais, je m'en souvenais pas de ça !» Alors, moi, je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé le masque de Zorro avec le méchant qui met la tête du frère de Zorro dans un truc là, et qui boit dedans et tout tranquille. Je fais « Ouais, ok. » Quelle horreur. Mais ce que je veux dire, c'est que le fœtus, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans l'œuvre de Del Toro, avec justement tout ce qui est larve, tout ce qui est un peu cocon, transformation. Peut-être qu'on pourra le relier au thème de l'enfance. Peut-être, il y a peut-être l'idée de retourner dans le ventre de sa mère, parce que l'arrêter, c'est vraiment trop horrible. Peut-être genre essayons d'échapper à ça.
Parce que c'est vrai que lui, il dit qu'il utilise la fiction pour s'échapper. Quand tu vois que Del Toro, il te dit que c'est la fiction qui l'a aidé à supporter certaines choses, le fait, tu vois, que les gosses, ils aient des petits jeux, qu'ils aient voilà, des rêves, genre, ah, bah, quand je sortirai d'ici, je vais faire des BD, je vais écrire des histoires et tout. Tu vois, ils sont à leur niveau de gosse pour échapper à ça. Et le relier au fantastique, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment, genre, Del Toro qui dit, bon, bah voilà, il faut que j'exorcise des choses que j'ai vues. Mais en même temps, c'est dur, donc je vais utiliser le fantastique pour m'aider à rendre ça plus supportable, quelque part. Ouais. Et je trouve que c'est... Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que on a vraiment un film qui parle de sujets très très forts, mais qui est à la fois incroyablement poétique, à la fois, ben voilà, le fantastique dans son expression la plus pure. Et on a cette image de l'enfant qui va être intéressant et voir un peu ce qu'il va nous en donner. Mais est-ce que vous avez des choses à dire encore sur la guerre dans le film, sur comment elle est illustrée, sur la mise en scène? Pas forcément sur la guerre, mais sur... on a parlé des décors, on a parlé de la couleur, on a parlé du son. Moi, il y a aussi la construction de l'image où en fait, j'ai le sentiment, aussi bien dans Les Chines du Diable que dans Labyrinthe de Pan, où l'univers des adultes, qui est effrayant du point de vue de l'enfant, est souvent très chargé. C'est des décors qui sont très chargés, qui sont très remplis, où il y a beaucoup de choses dans le champ. Et au contraire, quand on est du côté des enfants, dans leur orphelinat, dans leur chambre, dans leur... c'est pas une chambre, c'est un dortoir. Ouais. C'est très vide, au contraire. Il y a beaucoup d'espace. Il y a l'espace de rêver, il y a l'espace pour un fantôme de rentrer. Alors que dans l'espace de composition des plans chez les adultes, c'est très rempli. Il n'y a pas d'espace en plus dans lequel la rêverie pourrait s'inviter, en fait. Et c'est encore plus marqué dans mes souvenirs dans le Labyrinthe de Pan, où il y a vraiment toutes ces réunions avec tous les soldats, ces repas, etc. Et tu as vraiment le champ qui est complètement rempli, en fait, l'image qui est saturée, qu'on retrouve un peu dans le laboratoire, le bureau du professeur, du docteur, qui est très rempli, aussi très chargé. Et cette image chargée, elle revient à la fin quand tout explose à la fin. Tout explose, ouais. Oui, et là, on est vraiment dans le monde des adultes, pour le coup, parce que la guerre est là, quoi, vraiment physique. Et même dans la ville, en fait, quand on va dans la ville, ça devient aussi très chargé, quoi. Alors que quand on est dans l'univers des enfants, on est dans un cadre qui est beaucoup moins rempli, en fait, et qui est beaucoup plus... à la fois plus inquiétant, parce qu'il peut y avoir des ombres, des interprétations, des choses dans le vide, mais c'est moins chargé, quoi. Et moins... Mais c'est une très très bonne observation. Et moi, je rajouterais que quand on est du point de vue de l'enfant, la façon dont le cadre est construit, on a une impression de gigantesque. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont tout petits dans cette immensité qui les entoure, mais ils restent sur des choses très basiques, genre manger, essayer de s'amuser, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a une tristesse. Enfin, c'est des occupations, tu vois, du point de vue de l'enfant. Mais quand on va chez les adultes, il y a un côté qui va être plus dans les ocres. On va voir des couleurs un peu plus, tu vois, rouges, un peu violentes, qui vont apparaître dans leur cadre. Le côté chargé, pour moi, c'est un peu genre, plus tu vois de trucs, plus ton esprit il va de plus en plus à bout, et tu as un point de rupture où soit tu déprimes, soit ça va pas du tout, soit tu deviens hyper violent. Et c'est un peu, tu vois, le côté justement l'homme est un loup pour l'homme, en fait. Encore une fois, c'est un peu montrer qui sont les vrais monstres. Ce sont ceux qui arrivent à un point où c'est tellement l'horreur, c'est tellement dur, il y a tellement de pression qu'en fait ça fait ressortir le pire qu'il y a en eux. Tu vois, encore une fois, il n'a pas besoin de nous le dire, c'est l'image, c'est la mise en scène. Il va avoir un côté aussi pas mal théâtral, des fois avec le docteur, par exemple. Il y a des fois, je me suis dit, je regarde une pièce de Shakespeare, en fait. Enfin, il emprisonne ses personnages, il fait pas des mouvements de caméra de fou, c'est vraiment genre, il les accable. Souvent, le docteur, je trouve qu'il est accablé. Tu sens qu'il porte le poids du monde sur lui. Et ça, c'est traduit juste par la caméra, en fait, juste la façon dont il va la placer. Quand on dit qu'il aime les monstres, parce que pour le coup on sent vraiment qu'il aime les monstres, et que les adultes sont des monstres aussi, mais je trouve qu'il y a aussi un regard, t'en parlais avec Jacinto au début, il est aussi attaché à ces vilains, en fait, à ces adultes qui faillissent, qui se trompent, qui se plantent, parce que tous au final font des erreurs qui vont amener à la tragédie, quoi. Que ce soit Carmen qui... la directrice qui ne comprend pas du tout la menace qu'est Jacinto, et en fait elle le pousse à bout quelque part, ou Jacinto évidemment, mais aussi
Cazares, le professeur et le docteur, qui avec son empressement à vouloir partir parce qu'il a peur des franquistes, bah du coup va négliger lui aussi la menace de Jacinto et aussi ce qu'essayent de lui dire des fois les enfants aussi. Mais il n'y a pas un peu un refus de la réalité du docteur? Parce que j'ai l'impression qu'il a été tellement traumatisé par ce qu'il a vu en ville qu'il se dit non, dans l'orphelinat où on est, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il voit pas venir Jacinto, peut-être. Il y a un truc bizarre de toute façon avec... Il y a un peu ça aussi d'ailleurs dans le labyrinthe de Pan, c'est que les adultes ont l'air pas du tout au courant de ce qui se passe au niveau des enfants. Et là, il y a quand même un enfant qui a disparu. Et alors, on peut se dire c'est la guerre, donc c'est le bordel, mais ça a pas l'air de. Le fait, par exemple, que le Carlos à un moment donné se fait couper la joue par Jacinto. Et personne ne lui dit rien en fait. Enfin, c'est très bizarre. Il y a vraiment un décalage entre le monde adulte et le monde des enfants. Ceci peut s'expliquer par l'époque qui est différente. On a parlé de l'âge du réalisateur. Il y a une éducation qui était un peu différente à l'époque. Encore une fois, je puise dans les histoires de ma mère, mais quand elle me racontait son enfance, en fait, vraiment, il y avait les enfants parlent pas à table, ils mangent en premier, ils s'en vont ensuite, et quand ils racontaient quelque chose, limite, les deux, de temps en temps, on les autorisait à parler et raconter des choses, et c'était pas vraiment écouté, en fait. Et vraiment, je pense qu'il y avait une époque qui est très différente d'aujourd'hui, et qu'on a du mal à concevoir, parce qu'aujourd'hui, bon, on file un téléphone portable aux petits enfants, à peine, ils savent même pas encore parler, tu vois. Mais t'avais ce côté, si un adulte disait qu'un gosse avait fait une connerie, il s'en prenait une, on n'allait pas demander au gosse si ce que disait l'adulte était vrai. Donc je pense qu'ils ont dû se dire, bon, bah, si le gars, il lui a mis une torgnole, ou s'il l'a blessé, c'est parce qu'il l'a mérité. Je pense que c'était un peu comme ça à cette époque-là, en fait, malheureusement. Mais après, par contre, pour les gosses qui a disparu, il y a une explication dans le film. À un moment, il y a la directrice, je crois, qui parle en disant tu sais, t'es pas prisonnier ici, il y en a qui sont partis, mais bon, à mon avis, ils ont dû, en gros, elle fait sous-entendre, ils ont dû bien douiller, qu'il y en a peut-être qui sont morts, mais que malheureusement, elle pouvait rien faire pour les retenir. Et elle lui dit, tu seras mieux ici, donc je te conseille de pas partir, mais bon, après, tu fais comme tu veux, mais je t'avertis, quoi. Et je pense que quand il y a des gosses qui fuient, ils cherchent pas plus loin parce que ils ont peut-être pas assez de bouche à nourrir, donc c'est la sélection naturelle, je sais pas. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu conte de fées, petit pousset, dans le sens où clairement plusieurs fois il est énoncé qu'ils sont pas sûrs qu'ils aient de quoi nourrir tout le monde, et il y a ce désert gigantesque où on t'explique qu'en fait pour revenir à la ville il y en a pour au moins une journée de marche sans voiture, et que c'est le désert, c'est sec, etc. Il faut pas se planter de direction, et du coup t'imagines qu'un enfant s'il s'enfuit, s'il fugue, et qu'il sait pas où il va, en fait il va mourir dans le désert de soif ou d'insolation, quoi. Et il y a vraiment ce côté conte de fées où en fait l'extérieur, il y a des loups, il y a le désert, il y a des ogres, etc. quoi. Mais non, je voulais juste dire que la fin, ça la rendait un peu... tu vois, on peut se poser la question, c'est genre, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, les gosses? Ouais, tu parles du loup tu parles des aspects de conte que contient le film. La cuisine, donc qui est le lieu qui en fait qui est l'entrée vers justement ce sous-sol où il y a cette grande cuve. La cuisine, la première fois qu'on la voit, elle est vraiment présentée comme l'antre de la sorcière, parce que t'as cette espèce de four avec le feu qui brûle, t'as les instruments de torture entre guillemets où tu vois des choses qui coupent, des ciseaux, des couteaux, et c'est vraiment une façon de faire passer tout à coup le film dans quelque chose de l'ordre du merveilleux, quoi. Et c'est fait exprès, clairement, quoi, parce qu'il y a tout un mystère autour de cet endroit où on ne sait pas ce qu'il cache. Ce qui est d'ailleurs une des grandes forces, je trouve, de Del Toro, c'est de savoir construire des lieux hyper marqués, et quasiment, en fait, ces films, c'est souvent t'as un lieu dans ces films qui est un lieu où on revient tout le temps. Et souvent, d'ailleurs, c'est un lieu en décrépitude. Et là, dans Les Chines du Diable, en plus, ça répond à cette question de le rôle et de la place du fantôme, parce que
Là, l'orphelinat est vraiment un lieu de hantise parce que même les vivants reviennent toujours là. Et c'est bien le gros drame de Jacinto qui voulait partir de l'orphelinat puis qui a jamais pu partir et qui revient même alors que à un moment donné il s'en va et il revient malgré tout. Et tous en fait sont prisonniers à jamais quoi de ce lieu. Donc il y a vraiment un aspect de c'est ça de merveilleux, entre merveilleux et fantaisie fantastique dans le film quoi. La cuisine est aussi un lieu de tragédie aussi, où tout va aller de mal en pis en plus. Donc, Oui, parce que c'est ça qui explose, Mais moi, ce que je veux dire, c'est encore une fois, tu vois, le lieu, ça va être vraiment une espèce d'entre-deux entre la réalité et quelque part le monde merveilleux, le fantastique. Et c'est en même temps une représentation, je trouve, du cercle de la vie, du fait que la violence, ça reviendra toujours à un moment. Et tu peux le voir aussi avec la représentation d'un cerveau d'adulte qui va avoir tendance, tu vois, à errer tout le temps dans ses souvenirs, à se remémorer les choses qui l'ont traumatisé, jusqu'à arriver à un point de rupture. Et ça peut être, tu vois, un peu une représentation d'un esprit qui a été traumatisé aussi, je trouve. Encore une fois, c'est hyper riche, Del Toro, rien que dans l'image. Voilà, on ne dira jamais assez. Vous pouvez vous contenter de l'histoire basique, mais quand j'entends dire souvent dans les critiques que ce qu'il propose, c'est vide, je comprends pas, parce qu'il y a énormément de trucs qui sont racontés par l'image, par la mise en scène, c'est quand même fou. Ouais, mais après c'est peut-être aussi parce que ça parle... Enfin moi, là où ça m'avait plus marqué, les critiques négatives sur le cinéma de Guillermo del Toro, c'était pour Crimson Peak, parce que je pense que Labyrinthe de Pan avait un peu mis tout le monde d'accord. C'est... en gros, ses références sont tellement pointues. Son sens du détail est tellement poussé et son univers est tellement tourné vers finalement soit l'enfance, soit des adultes mal fabriqués qui au final gardent un aspect enfantin parce qu'ils sont mal fabriqués, que c'est particulier et que forcément ça laisse sans doute des gens à la porte en fait, des gens qui sont pas attirés par tout cet aspect conte de fées, cet aspect enfance et qui vont pas comprendre en fait son cinéma, je pense. Après aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait que les gens ont perdu de vue la définition du conte gothique et la définition du fantastique? Parce que souvent, moi j'entends dire, tu vois, les personnes qui parlent de L'Échine du Diable ou de Crimson Peak qui disent « Ah je croyais que c'était un film d'horreur, et en fait ça fait pas du tout peur ». Alors que pour moi, le fantastique, c'est pas forcément, tu vois, aller dans l'horreur. C'est plus utiliser justement un détournement, tu vois, de la réalité. Après, quelque c'est chose horrifique, Crimson Peak. C'est de... Alors ça se rapproche plus du film d'épouvante que du film d'horreur. Mais tu vois, disons que quand il est sorti au niveau de la com, t'as des gens qui s'attendaient à avoir du James Wan en fait. Oui, mais après, c'est ça le souci. Après, James Wan est un peu encore gothique. Il y a des qui sont vraiment plus dans le... Mais pour moi, quand c'est par exemple, film gore, c'est pas forcément un film d'horreur en fait. On est d'accord. Mais bon, après c'est chacun sa définition. Mais un slasher, par exemple, n'est pas... Enfin, même des fois, c'est un long débat, mais on avait discuté avec Steve sur le fait que les slashers sont pas toujours des films d'horreur parce que des fois ils ne cherchent pas à faire peur en fait. C'est juste, t'as plein d'ados qui vont se faire tuer mais t'as pas le temps de t'attacher à eux, donc du coup tu ne ressens pas la peur pour eux. Et pour moi, s'il n'y a pas une recherche de faire ressentir la peur au spectateur, c'est pas vraiment un film d'horreur quoi, parce qu'un film d'horreur t'es censé ressentir l'horreur quoi. C'est pas censé se passer un truc horrible sous tes yeux, quoi. Sinon, dans ce cas-là, les drames, c'est des films d'horreur, dans ce cas. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est le slasher, parce que propose aussi Del Toro, c'est pas finalement des contes de fées modernes, avec de nouvelles figures, tu vois, à transmettre, de nouveaux loups, tu vois, du chaperon rouge, de nouvelles sorcières, de nouveaux trucs comme ça. Finalement, est-ce que c'est pas le conte de fées qui s'adapte à son époque? Alors oui et non, parce que son cinéma n'est pas non plus si moderne que ça. À chaque fois, c'est dans un contexte soit de guerre, soit historique. Et il y a... non, c'est même tout le temps historique, en fait. Ça se passe jamais de nos jours, Mais puis, je veux dire, dans la façon de raconter, tu vois, il va pas utiliser la même façon de raconter que un conte de fées, voilà, de l'époque des frères Grimm, par exemple. Non, c'est sûr. Et chaque époque, de toute façon, est chargée de ses contes de fées. Mais hélas, de nos jours, on a plus l'image Disney que Grimm. Hein. C'est ça. Non, moi, je pense pas qu'il soit moderne dans le sens où il essaie jamais de raconter quelque chose sur notre époque.
Moi, je pense qu'il va plutôt parler de l'humanité Ouais. et de quelque chose d'intemporel, en fait, dans l'humanité, quoi. Qui, en fait, au final, peu importe l'époque, peu importe la guerre, peu importe le pays où on en parle, en fait, c'est les mêmes schémas qui se répètent, quoi. Il y a dans un des dans le commentaire qu'il a fait, je sais plus lequel, je sais pas s'il en a fait plusieurs d'ailleurs. Le commentaire du film, il dit que pour lui le gothique, c'est le roman gothique, c'est le genre le plus, c'est un des genres les plus humanistes qui soit parce que c'est un genre où on essaye de comprendre les monstres et de les aimer. Et que pour lui c'est un acte d'humanisme et effectivement peut-être qu'il commente pas le monde actuel, mais il commente l'homme tel qu'il est depuis toujours en fait, et tel qu'il sera toujours. Et c'est vrai que c'est une des forces de Del Toro, c'est de pas avoir peur du romanesque, du romantisme, et quasiment, même pas quasiment, carrément jusqu'au mélodrame en fait. Et c'est un des trucs qui, moi, me touche particulièrement dans ces films, quel qu'il soit. Ouais. Même quand il fait Pacific Rim, c'est qu'il y a toujours un côté tragique qu'il exprime vachement bien, quoi. Il y a toujours on ressent, là, dans L'Échine du Diable, on ressent, même pour le méchant, l'infinie tristesse des personnages, en fait. Et en particulier des fantômes, qu'ils soient vivants ou morts. Parce que, quoi qu'il arrive... Ils sont bloqués dans la situation que leur impose le monde, quoi. Et c'est intéressant, et tu vois, je vais faire un parallèle avec l'enfant dans le film, parce qu'au final, qui va casser ce cercle, qui va sortir de ce cercle, ce sont les enfants. Et est-ce que quelque part, pour Del Toro, l'enfant, ça serait pas celui qui aurait le point de vue le plus objectif sur l'humanité et qui peut-être représenterait un certain espoir parce qu'il pourrait justement briser ce cercle infernal dans lequel on s'enferme? Objectif, je sais pas, mais pur en tout cas, oui. C'est vraiment des personnages purs qui débarquent dans des lieux imprégnés du mal, quoi. Alors, qui rentrent ou bien qui sont piégés dedans et qui essaient de sortir pour la forme de l'eau. Mais je sais pas, je trouve ça intéressant que souvent il utilise l'enfant justement pour apporter un point de vue extérieur, un point de vue différent sur justement la guerre, parce que dans le film, comment vous avez l'impression que ces enfants en fait vivent et ressentent cette guerre, cette violence qui est à leur porte? Tiens, Sophie, dis-nous. Moi je pense comme la plupart des enfants, en fait, ils l'ignorent, en fait. C'est marrant parce que parlant de l'enfance, là, la première chose qui me vient, c'est le film Cría de Cuervo, qui parle aussi d'une gamine qui est dans... Alors, je pense que c'est l'Espagne franquiste, si je me souviens bien. Donc, c'est après la guerre. Et il y a cette atmosphère hyper mélancolique, mais tu es vraiment dans le point de vue de la gamine qui, elle, ne se rend pas compte que, en fait, ces gens-là passent à côté de leur vie parce qu'ils sont dans un contexte de dictature. Et là, dans L'Échine du Diable, en fait, c'est-à-dire que les enfants font complètement leur vie. Quand on dit la guerre des boutons, c'est ça, ils sont un peu en train de faire leur guerre. Finalement, à la fin, ils finissent par s'allier. Il y a vraiment... ils font toute leur vie, en fait, les enfants, un peu indépendamment des adultes, en fait. Et t'as même des scènes un peu en parallèle où t'as d'un côté les enfants qui font leur incursion pour aller dans la cuisine, par exemple, en essayant de se cacher derrière la bombe, ou qui discutent pendant la nuit au lieu de dormir. Et pendant ce temps-là, t'as des scènes où tu suis les adultes qui, eux, font totalement autre chose. Et t'as l'impression de deux mondes coupés qui, lorsqu'ils vont se rencontrer, ça va forcément être dans le fracas et la violence, quoi. Après, on voit les gosses, ils sont plus dans la recherche de justice pour leurs copains, le petit Santi, que vraiment se dire il y a la guerre, ça fait peur. Limite, ils pensent plus trop à leurs parents aussi, certains. Il y en a qui savent pas où sont leurs parents, s'ils sont vivants ou sont morts. Et c'est vrai qu'ils sont plus dans les jeux avec les copains, les échanges. Donc c'est assez intéressant. Mais par contre, tu vois, sur le plan de fin, je reviens sur le fait qu'ils sortent de l'école. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu Del Toro qui va nous symboliser le fait qu'ils vont quitter l'enfance en étant confrontés à la réalité? Et donc, on peut se poser la question de savoir en fait si ils vont devenir des chouettes adultes qui vont casser justement ce truc horrible qui est la guerre, qui est la violence, ou est-ce qu'ils vont eux aussi retomber dans ce cercle, retomber dans ce truc horrible de on se fait du mal entre nous, l'homme est mauvais et compagnie. Enfin, je trouve qu'ils
qui pose quand même des enjeux à la fin. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont devenir des monstres à leur tour? Enfin, ça m'interroge pas mal, en fait. Bah, le film, il s'arrête là, donc après, c'est toi qui fais des suppositions, mais je pense que là, Del Toro, il veut arrêter le film sur un truc positif qui est qu'effectivement, ils sont sortis et c'était ça l'enjeu du film. Mais après, si toi tu extrapoles, oui, c'est la tragédie qui les attend, parce que quoi qu'il arrive, même s'ils s'en sortent, ils vont arriver dans une Espagne fasciste, quoi, donc ça ne peut pas présager grand-chose de bon, quoi. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai fini le film, je me suis dit, peu cher, c'est mal foutu. Il serait peut-être mieux fait de rester dans l'école, je me suis dit. Et même s'ils sortent de l'Espagne fasciste, ça va pas aller mieux dans le reste de l'Europe, ni du monde. Donc... non, ils vont revenir dans l'école, voilà. Déjà, il faut qu'ils surmontent le désert, là. Ouais, déjà. Mais en même temps, le désert n'est-il pas une bonne image, le désert à traverser, de surmonter cette époque difficile et pour arriver à après. À quelque chose de mieux, ouais. Il y a clairement Del Toro, il se situe quand même clairement du côté des enfants, et tu disais tout à l'heure, Sophie, qu'il y avait qu'un seul personnage qui voyait les fantômes. Et en fait, je me dis que je t'ai arrêté, mais t'as raison, en réalité, il y a d'autres personnages qui voient les fantômes, mais c'est les enfants, en fait. Ils en parlent entre eux et ils le disent. Ce que je sais pas, c'est que le personnage de Jacinto, il semble avoir en tout cas communiquer plus ou moins avec la bombe, parce que elle l'effraie, en fait. On le voit, il y a une scène où il est dans la cour et elle fait du bruit et il la regarde à plusieurs reprises et il finit par rentrer chez lui, comme si elle l'obligeait, quoi, à rentrer chez lui. La bombe, c'est un peu le jugement divin. Et Bah, lui qui est un meurtrier, il se fait juger, tu vois. Ouais, d'autant qu'en Et d'ailleurs, plus, tout le monde dit que quand la bombe est tombée, c'est le moment où Santi a disparu, et pour moi, pour Jacinto, c'est le symbole de sa culpabilité, quoi. Bah oui, complètement. Tu parles de jugement, et c'est marrant parce que autant je crois qu'il c'est pas un réalisateur très moralisateur, Del Toro. C'est pas vraiment un cinéma moraliste, quoi. Autant malgré tout, dans le film, Jacinto, il paye chaque crime, quoi. C'est une morale de conte de fées, totalement, ça. Le fait d'être alourdi par l'or qu'il a volé, c'est totalement une morale de conte de fées. C'est le côté le cœur pur. C'est vrai que souvent on dit que les enfants ont quelque chose qui leur permet justement de voir les fantômes, et qu'à partir d'un certain âge, souvent à l'adolescence, ils vont perdre ça et plus voir un peu la magie qui les entoure. C'est pareil pour les fées, les trucs comme ça. Donc c'est exactement cette figure du conte de fées. Je suis 100% d'accord. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter qui vous a marqué dans la mise en scène, dans les thématiques ? C'est peut-être pas forcément pertinent, mais pour moi, lui, il dit que Del Toro, il dit que le personnage de Carlos, c'est un peu le cousin ou le frère du personnage de la petite fille dans Le Labyrinthe de Pan. J'ai oublié son nom. Mais pour moi, Les Chines du Diable, c'est vraiment un film qui est en diptyque avec le Crimson Peak. Parce que je trouve que c'est vraiment le Crimson Peak, on a vraiment le même contexte, c'est-à-dire un personnage innocent qui arrive dans une étendue désertique, justement, avec un lieu abandonné et en décrépitude, qui va rencontrer des fantômes. Et puis il y a vraiment des similitudes, justement. Tout à l'heure, je parlais de la coupure qu'a Carlos sur la joue. Et le personnage de Mia Wasikowska, c'est Edith, je crois, dans le film, dans Crimson Peak. Oui, c'est ça, ouais. Elle va avoir exactement la même coupure aussi. Enfin, il y a vraiment une vraie correspondance entre les deux films. Il y a plusieurs motifs qu'on retrouve d'ailleurs au fur et à mesure, quoi. Tiens, attends, j'y pense, je le dis avant d'oublier, mais c'est pareil, il y a un motif dans le fantôme qu'on n'a pas dit, qui va se répéter, c'est que le fantôme est aussi là pour être l'annonciateur, c'est-à-dire qu'il vient avertir des gens en disant « je viens t'annoncer qu'il va se passer tel ou tel drame ». Dans Les Chines du Diable, c'est le petit Santi qui vient dire « attention, danger, Jacinto, il est pas très sympa, ça va mal se finir ». Et dans Crimson Peak, il y a les fantômes qui viennent dire « ne va pas à Crimson Peak ». Et une fois qu'elle est là-bas, on lui dit « fais attention », on essaie de la prévenir de ce qui se passe dans
dans le Ouais. château. Donc c'est ce côté, la figure qui vient t'annoncer quelque chose, le côté un peu prophète quelque part. Bah, c'est la fameuse Dame Blanche. Le Mm. fantôme Ouais, de c'est la vrai, Dame c'est Blanche vrai. avant d'hanter les routes venait en général, je crois que c'était château, en tout cas annonçait la mort, et si elle portait un gant blanc, elle annonçait une bonne nouvelle. Si elle portait un gant noir, elle annonçait la mort en fait. Et oui, et puis il y a aussi dans l'architecture de la maison, il y a encore une fois ce bassin souterrain qui est répété dans Crimson Peak par ces espèces Mm. de grandes cuves rouges là Où sont, sous la maison quoi. où sont cachés les corps en plus. Et puis il y a la construction picturale, la construction des plans qui rappelle des toiles. Et dans Crimson Peak, c'est tout un autre genre où on a ce rouge vif là qui va sortir. C'est vraiment une composition picturale qui est très 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 C'est vrai. gothique pour le Et coup. puis il y a C'est... la bombe peut être remplacée par le trou dans le toit aussi, hein, Mm. qui au fur et à Oui. mesure. Et puis il y a ce côté aussi où on te dit que dans Crimson Peak, c'est que la maison en fait s'enfonce au fur et à mesure parce que le sol est trop friable ou un truc comme ça. Ouais, il y a toujours une épée de Damoclès quoi Ouais. qui menace les personnages. Enfin tout ça c'était pour dire plus que d'étaler les remarques, c'était pour dire que moi j'ai du mal à comprendre les critiques sur Guillermo del Toro parce que clairement c'est un auteur quoi. Il a vraiment des thèmes récurrents, des motifs récurrents et il réfléchit à son cinéma et moi je trouve que c'est un grand auteur quoi. Vraiment dans tout ce qu'il fait il arrive Ouais. à mettre sa signature quoi. Bah moi, je pense qu'il y Et c'est ça. il y a deux choses qui vont faire qu'il va être pénalisé, je pense, par rapport à d'autres réalisateurs. C'est qu'il s'intéresse à l'enfance et que du coup, on va forcément dénigrer par rapport Enfin, il suffit de comment on a considéré pendant très longtemps le cinéma d'animation comme le cinéma pour les enfants et en le dénigrant. Voilà. Spielberg, par exemple, qui mettait souvent des enfants au centre. Qui s'intéresse aussi au fantastique, quoi. Et le fantastique aussi est souvent dénigré, quoi. Récemment, quand j'avais été au Festival du film britannique cette année, il y avait des réalisatrices qui venaient de présenter leurs films d'horreur. Et c'était cool de voir des réalisatrices qui faisaient des films d'horreur qui étaient mis en avant, mais toutes se sont limite excusées de faire des films d'horreur, quoi, ou des films Ah ouais. fantastiques. Et à un moment donné, t'as envie de dire, bah non, en fait, pourquoi tu t'excuses? Enfin, faut pas. Mais tu vois ça en fac. Moi, je vois quand j'ai fait mes études de ciné, t'arrivais, tu parlais de films d'horreur, tu parlais de Carpenter, un truc comme ça. On te disait, bah, t'es stupide ou voilà, t'es idiote, on te prenait pas au sérieux. Alors que maintenant, bah, ça a changé. Tu vois, Carpenter, on l'étudie, on fait plein de trucs. Mais à l'époque où moi j'étais en fac, au début, tu vois, des années 2000, bah, c'était sacrilège. Tu parlais d'un film d'horreur, c'était sacrilège. Tu vois, quand Scream est sorti, tu te disais, ah bah, Scream, c'est hyper intelligent. Mm. Ah bah, tiens. Qu'est-ce que tu te prenais pas, quoi. Donc, je suis pas étonnée. Après, t'as toujours eu deux teams, la team Cahiers des cinémas et la team Man Movie, mais bon. Télérama. Ouais, Del Toro, c'est pas un réalisateur qui est très moralisateur, il me semble, mais il y a quand même une forme de morale chez lui, et en particulier dans la façon dont Jacinto va être puni dans le film. Parce que chaque blessure qu'il a infligée et chaque crime qu'il a commis va être payé dans le film. Par exemple, quand il tue Santi, il l'assomme en fait, il le jette contre un mur qui fracasse le crâne de Santi, et lui-même va être frappé ensuite par la canne de Carmen, frappé et blessé. Il tue sa fiancée avec un couteau et il sera à son tour transpercé par des bâtons pointus. Et puis il cache le corps de Santi dans l'eau en le plongeant dans cette grande cuve, et lui-même va être noyé et il va être emporté au fond de cette cuve par sa cupidité sous la forme des lingots d'or qu'il a mis dans ses poches. Ce qui fait une morale très conte de fées, quoi. Exactement. Ouais, mais c'est aussi l'expression de son éducation religieuse qui lui a été donnée par sa grand-mère. Son éducation catholique, ce côté, justement, encore une fois, tu vois, justice divine qui va punir ceux qui font le mal, en fait. Et alors, justice divine, et puis aussi, c'est Sophie qui disait ça en amont, là, que en fait, c'est aussi un motif du conte de fées, quoi. Que le personnage du loup, on le remplit de pierres pour le faire se noyer, quoi. Oui, Donc, au final, c'est une morale de conte de fées où en fait, quand tu fais des mauvaises choses, il t'arrive des mauvaises choses en retour.
particulièrement dans les anciens contes de fées à la Grimm et les versions non édulcorées, on va dire. Voilà, où généralement, effectivement, les sœurs de Cendrillon, par exemple, à la fin, Cendrillon, je crois que c'est Cendrillon ou la reine, je sais plus, bref, elles sont obligées de porter des chaussures en fer chauffé à blanc. C'est dans Donc Blanche-Neige, ça, qu'elle doit danser dans des souliers chauffés à blanc, il me semble. C'est pas Cendrillon? C'est pas les belles C'est sœurs la pour, version. Je crois que c'est la version allemande de Blanche-Neige. Mais il y a D'accord. peut-être. Alors, après, c'est des images qui se répètent de compte en compte. Hein, donc, probablement qu'il y a des versions qui reviennent, quoi. Qui se Et tu répètent. vois, je sais pas pourquoi, je pense à Stephen King d'un coup, mais je me dis, on serait dans un Stephen King. En fait, les gamins, ils auraient le Shining, et en fait, ils utiliseraient justement le conte de fées qui est leur outil à eux pour punir le responsable de la mort de leur copain et du docteur qu'ils aimaient bien. Tu vois, je me dis, on serait dans Stephen King, ça serait ça. Et comme je sais que Stephen King, il aime bien Del Toro, peut-être que Del Toro aime bien Stephen King aussi, tu vois, et qu'il s'est dit, tiens, écoute, inconsciemment, c'est peut-être les gosses qui punissent. En tout cas, il y a des traits communs, je trouve, particulièrement entre, je trouve, la lignée, donc les romans vampiriques de Del Toro et Salem de Stephen King. Oui. Mais même au-delà de ça aussi, des enfants qui subissent la violence d'un monde difficile, en fait, et qui ce monde difficile va leur voler leur innocence, en plus. Donc ça aussi, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans Stephen King, quoi. Tu vois, tout est lié, encore une fois, ça montre à quel point Del Toro, il a de multiples influences, qui vont d'influences classiques à d'influences plus considérées comme dans la pop culture, mais que c'est à chaque fois quelque chose qui va faire, qui va devenir personnel, qui va digérer et retranscrire à sa façon. C'est pas juste quelqu'un qui se contente de bêtement copier ce qui a été fait pour raconter son histoire. C'est vraiment, à chaque fois, je trouve que c'est des bouts de lui, en fait, ces films. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Mais on va essayer de faire une petite conclusion qui va synthétiser tout ça. Donc je vais vous demander, pour vous, que faut-il retenir de ce film, et ensuite on lui donnera une petite note. Alors tiens Charlotte, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de ce film? Qu'est-ce qu'il faut que nos auditeurs retiennent? Qu'est-ce qu'il faut pour les pousser à revoir cette œuvre? Alors, les raisons de voir Les Chines du Diable, ou revoir. D'abord, c'est une très très belle image qui met en avant des couleurs pas forcément très attirantes à la base, parce que c'est du jaune et du marron, quoi, en gros. On n'a pas parlé de la musique, mais je trouve que la BO est vraiment très belle aussi. Et encore une fois, elle me fait penser à ce que fera ensuite le compositeur dont j'oublie le nom de Crimson Peak. Alors c'est Javier. Alors c'est Navarrete le compositeur, qui a fait Les Chines du Diable. Ouais, Navarrete. Mais Crimson Peak. Et alors le compositeur Crimson Peak, je sais plus. Attendez 2 secondes. Sophie, tu devrais le savoir, tu l'écoutes cette BO en plus. Mais oui, je l'ai sur mon mais elle est trop bien, ordinateur. Attendez, faut que je la retrouve. Mais moi aussi, mais je retrouve plus le nom. Et peut-être la dernière raison de voir le film, c'est que c'est peut-être le premier film de Del Toro qui est vraiment d'abord qu'il aime et qu'il aime complètement et qui est une vraie réussite, quoi, sur tous les plans, et qui a déjà les thèmes qui vont ensuite être poursuivis dans la suite de sa filmographie, quoi. Voilà. Alors le compositeur de Crimson Peak, c'est Fernando Velasquez. Voilà. Je me dis, c'est un nom un peu de peintre. Et du coup, voyant la pochette sous les yeux, je peux vous dire qu'il y a aussi des arcs de cercle aussi dans Crimson Peak. Oui. Le cercle revient. Alors toi, qu'est-ce que tu retiens de ce film? Moi, je trouve que c'est sans doute... Guillermo del Toro parle mieux que personne, je trouve, de l'impact de la guerre. Enfin, peut-être pas mieux que personne, parce qu'il y a d'autres très bons films aussi sur la guerre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce point de vue de l'intérieur, en fait, de l'intime, de la cellule familiale, de l'orphelinat, le dortoir qui rappelle vraiment l'enfance. Il y a un point de vue... un peu que n'importe qui pourra avoir. Il y a un côté intemporel et universel dans ces films. En fait, tu pourrais appliquer, tu retirerais le fantastique, tu retires l'époque, tu le décales, ça marche toujours, en fait, ces films. Et du coup,
moi je trouve que c'est vraiment un très bon film, qu'il est abordable en plus. Et j'invite justement, vu qu'il y a un nouveau Del Toro qui va sortir cette année, les auditeurs, s'ils n'ont pas vu ses premiers films, que ce soit Chronos, Les Chines du Diable ou Labyrinthe de Pan, de revenir vers ses débuts, parce que vraiment il y avait quelque chose de très puissant et de très fort dans ces films, que des fois j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, je trouve, à regret, dans ses derniers films. Donc voilà, c'est un petit moment nostalgie. Oh, c'était beau, c'était beau. Moi, je retiens de ce film, c'est la poésie, le côté tragique, la vision du fantôme, qui est vraiment une vision qui me parle, qui me rappelle un peu ma propre éducation, mon enfance, donc ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que c'est un de mes Del Toro préférés, parce qu'effectivement, il permet de découvrir de découvrir cet auteur fantastique, de se sensibiliser avec son style, et effectivement de suivre après l'évolution de sa réflexion autour de ces thématiques-là, avec le labyrinthe de Pan, qui est aussi tout aussi magistral et qui est un coup au cœur, je vous dis que ça. Mais vraiment, voilà, si vous avez envie de découvrir Del Toro, effectivement, moi je vous conseillerais de commencer par ce film qui est abordable, et de découvrir le reste de sa filmographie, et peut-être des films un peu plus récents comme Crimson Peak, qui a été un peu moins bien reçu, vous l'aborderez différemment, parce que peut-être vous aurez plus de connaissances, plus de références sur son travail. Et c'est vraiment un auteur à ne pas négliger, à ne pas sous-estimer, parce que c'est quelqu'un qui a compris le fameux show don't tell, le fameux je vous montre mais je vous raconte pas tout. Et ça fait tellement du bien quand on voit certains films récents qui répètent des trucs qu'on vient de voir et que c'est fatigant, alors que là on a tout, c'est beau, on est touché en plein cœur, on n'a pas besoin de répliques pathos. C'est un magnifique film, je peux pas dire mieux. Je suis d'accord. Ça me touche que tu sois d'accord. Tiens, puisque tu parles, donne-nous ta note sur ce film. Combien tu lui mets sur Jared Leto, j'allais dire, parce que c'est un peu ma passion. Combien de Jared Leto sur ce film? J'aime bien l'embêter, j'en avais pas parlé encore. Tu m'embêtes sur le Jared Leto là, parce que du coup ça décale complètement toutes mes valeurs là. Non, je rigole, vas-y, dis-nous sur 10, allez. Écoute, j'aime énormément ce film, c'est pas mon préféré, j'ai envie quand même de lui mettre, allez, un 8, c'est pas très gentil. C'est une bonne note déjà, c'est très sympathique. C'est pas un 0, c'est très bien. Mais... Non. Voilà. 8, c'est joli comme note, voilà. Mais tu peux dire que c'est 8 coups de cœur aussi. C'est 8 coups de cœur alors. T'enlèves 2 points pour qui? Pour le petit Jacinto là, le méchant? En fait non, j'enlève pas 2 points, c'est juste que c'est par comparaison à d'autres films de Del Toro que j'aime encore plus en fait. Mais c'est vraiment très subjectif. Ok, c'est ton choix, on le respecte. Et toi Sophie, quelle note tu donnes? Moi je vais donner 9. Parce que dans mon système de notation habituel, le 10 c'est pour le chef-d'œuvre, la perfection absolue, le film que j'ai envie de revoir et de revoir et de revoir et de revoir et dont je me lasse toujours pas, où ça devient quasiment obsessionnel chez moi. Et Les Chines du Diable, j'aime bien revoir, mais je laisse un peu de temps entre chaque visionnage, donc on n'est pas au niveau obsessionnel, mais ni je pense au niveau chef-d'œuvre. Je pense qu'il est vraiment hyper bien foutu, mais il n'est pas non plus parfait. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Je vais pas essayer de lui chercher des défauts, hein, mais je pense qu'effectivement Labyrinthe de Pan va encore plus loin peut-être dans ces mêmes thématiques que Crimson Peak est encore plus dark, enfin bref. Mais il est vraiment très cool et comme on l'a dit, il est en plus très abordable. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi sur que c'est un bon moyen de rentrer dans la filmo et dans la tête de Guillermo del Toro. Ouais. Écoute, je te rejoins sur ta notation, je vais mettre aussi un 9. Et ouais, je suis toujours généreuse, mais quand je parle de films que j'adore, écoutez, vous le savez, ce sera toujours des bonnes notes. Mais effectivement, je mets 9, je vais pas mettre 10 parce que, comme toi, je pense qu'il y a quelques petits points... c'est pas encore tout à fait parfait. Parfois, dans le rythme, il peut y avoir quelques petites longueurs. Bon, c'est rien du tout, c'est tout petit. Mais bon, je peux pas mettre 10 parce que si, effectivement, j'aime bien ton idée de l'obsession. Mais c'est vrai que c'est un film où vraiment j'ai besoin de
souffler après parce que vraiment ça me touche en plein cœur. Je finis en tristesse. Vous voyez comment j'imagine la fin. Pour moi, ils sont tous morts à la fin. Donc bah, c'est vrai. On n'est pas loin, n'empêche. Hein. Ah ouais, on n'est pas loin. Non. Mais voilà, donc je peux pas mettre 10 parce que je vais pas le regarder tous les jours, effectivement. Mais oui, voilà, c'est un grand film. C'est quand même un grand coup de cœur. Et je peux, encore une fois, que vous le conseillez, chers auditeurs et auditrices. Je viens de penser à un truc sur le terme pictural qui me revient. C'est la scène de fin qui me hante depuis qu'on a parlé. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de la scène de fin, qui est l'explosion du climax plus que la scène de fin. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, ça m'évoque 2 tableaux. La liberté de Delacroix, Guy dans le peuple. Et avec le côté Gavroche, etc. Et cette dame qui évoque un peu la directrice. Et puis le radeau de la Méduse aussi, avec tous ces corps qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. Quoi, c'est, Ah ouais, totalement. En plus, les couleurs, c'est exactement la palette de ces tableaux. Ouais, c'est pas faux. Très très bonne remarque. Plus le radeau de la Méduse que la liberté Guy dans le peuple, mais ouais. Effectivement. Bah, je trouve qu'il y a un petit côté Gavroche dans Carlos, mais... Oui. Moi, je pensais plus à Peter Pan, tu vois, dans le côté, gamin un peu paumé, un peu des rues. C'était plus les enfants perdus pour moi, mais ça, sans doute qu'il y a quelque chose de commun à tout ça. Hein. Est-ce que Peter Pan, c'est pas plutôt Jacinto ? Parce que Peter Pan, c'est pas le méchant, en vrai. Moi, je le vois comme un méchant Peter Pan. Je préfère Luc. Parce qu'il garde les enfants prisonniers pour ne pas être tout seul, quoi. Très très bonne remarque. Voilà, on rajoute des théories en fin d'émission. C'est fantastique. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de percer les mystères de ce film et venir continuer à en discuter avec nous, que ce soit en commentaire, sur les réseaux sociaux ou bien encore sur le Discord des réfracteurs, excusez-moi, c'est à cause de James, je vais dire réfractaire encore, oh là là. Donc des réfracteurs, il y a sur le Blu-ray la très belle édition de Carlotta qui vous propose, comme on vous l'a dit, déjà une très belle version restaurée du film. Il y a aussi pas mal de suppléments intéressants. Donc, vous avez les classiques commentaires audio, mais vous avez aussi des entretiens avec Marissa Paredes qui va vous parler de son personnage, qui va vous parler de Franco. Vous avez des entretiens avec Eduardo Noriega, un entretien avec Guillermo del Toro. Vous avez des making-of, vous avez des documentaires sur comment ça se passe de tourner avec des enfants, des documentaires sur les effets spéciaux, des comparaisons entre le storyboard et le résultat final. Et en plus de ça, si vous prenez la version Ultra Collector, comme j'ai dit, vous aurez un livre de 200 pages avec plein de photos de tournage, des archives, plein d'extraits. Donc si comme nous, vous aimez le cinéma et que vous aimez Del Toro, c'est quand même une édition à découvrir parce que c'est vraiment du chouette boulot. Et je dis pas ça parce que ils nous ont envoyé le Blu-ray, c'est sincère. Payer, là. Non mais je pense que vous le savez, chez les réfracteurs, on dit des choses... Ah ouais, c'est des belles éditions. C'est toujours des belles éditions. Et ce qui est cool, c'est qu'effectivement, ils sortent toujours un coffret collector qui est assez cher, effectivement. Je crois que c'est une 50aine d'euros, je crois. Ouais. Mais qui, effectivement, quand c'est ton film favori, il faut sauter dessus, quoi. Faut pas se poser la question. Ah oui, ou l'offrir si c'est le film favori de votre meilleur ami, votre père. Ou attendre les soldes de Carlotta. Ou attendre qu'ils sortent, effectivement, parce qu'ils sortent toujours après une petite version qui est plus épurée, plus simple, plus abordable aussi en termes de prix. Mais vous avez toujours la copie impeccablement restaurée du film, en tout cas. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont aussi les bonus, un grand panorama. Leur collection était assez cool, quoi. Elle est assez hétéroclite, je trouve. Donc, Ah oui, il y a tout, du classique, du un peu plus récent. Enfin, c'est très très sympa ce qu'ils proposent. Hein. Voilà. Vous avez compris, on encaisse le chèque à la fin de l'émission. Je rigole. Non, franchement, comme j'ai dit, il va pas être content, c'est pas les choses honnêtement. Il coupera au montage. Fallait pas nous laisser les clés. Désolée. Voilà. Écoutez, sur ce, on va vous laisser aller revoir le film. Et comme je vous le dis, venez sur les réseaux sociaux des réfracteurs, sur le site internet, vous avez des chouettes articles, vous avez de chouettes émissions en podcast. D'ailleurs, abonnez-vous au podcast, vous le trouvez sur toutes vos plateformes préférées. Et en plus, maintenant, c'est aussi sur YouTube. Donc franchement, vous n'avez pas d'excuses pour aller découvrir ce que nous faisons chez les réfracteurs. Et puis, on vous donne...
Oui, tu veux dire quelque Non, chose non, j'acquiesçais, je disais eh oui. Ah, Aucun c'était intérêt. bon. Je sais pas si Spike nous laissera refaire des émissions, mais en tout cas, on espère vous retrouver Il va très s'arracher les bientôt cheveux, pour vous déjà. parler d'un autre film. Le J'avoue. pauvre. J'ai beaucoup Bah, on de lui pitié fait des pour celui bisous. la personne qui va monter. Et bah bisous Bon Spike, courage. merci de nous avoir laissé les clés. Ouais, C'est on clair. était très contente de parler de ce film. Et puis, bah, donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Salut.